Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 308 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, ça y est, c'est le grand début de notre top 100 des joueurs NBA de 2024, top 100 participatif avec tous les membres des médias NBA français. Et aujourd'hui, pour ce premier numéro, nous recevons Sylvain de Inside Basket. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour le premier numéro de la Syllab 2024, notre top 100 des joueurs NBA de 2024, avec quelqu'un qui est déjà venu sur le Basket Lab. Aujourd'hui, on reçoit pour ce premier numéro quelqu'un qui adorerait vivre à Orlando, et pas que pour aller à Disney World. C'est Sylvain, comment ça va Sylvain ? Ça va très bien, bonjour Guillaume, merci pour l'invitation. C'est vrai que j'étais déjà passé l'an dernier, mais là de me retrouver pour commencer cette série, vraiment que d'honneur, donc voilà, je suis vraiment comblé. Ben, ravi de te recevoir une nouvelle fois. En plus, on en parlait un peu en antenne, là, tu avais une cuvée particulière l'an dernier, tu avais vu les jeunes et les vieux en même temps. Tu avais eu, je crois, la cuvée LeBron, hein, on avait C'est dit ça. LeBron et de l'autre côté, du Jalen Williams aussi, du Nick Claxton. Donc bref, c'était une cuvée particulière. Mais oui, j'ai précisé Orlando, parce que tu es un des rares fans de Orlando en France finalement. Alors, il y en a quand même quelques-uns, je pense. Moi, je suis Ça plutôt de revient, la ça revient, on va dire. Ça revient, voilà, ça revient à la mode. On va dire que les années 2010 étaient plutôt dures à vivre. Moi, je suis de la génération plutôt Penny, Shaq, hein, donc Ouais. c'était vraiment ma carte d'entrée pour la NBA à l'époque, dans les 90s. Comme pas mal de monde en France. Après, voilà, hein, il y avait vraiment les Bulls à l'époque, les Hornets qui avaient tout le merchandising et puis le côté aussi assez iconique de la franchise, et le Magic était pas très loin derrière à l'époque. Donc voilà, moi c'était vraiment ma carte d'entrée en NBA. Ouais. Ouais, je pense que pas mal de monde ont beaucoup aimé quand même, hein, cette période Penny et Shaq, qui est peut-être en un sens aussi un peu une déception, parce que un peu comme toutes les jeunes équipes, on se dit il y a 10 ans de domination, et finalement il y a quand même beaucoup de fois où ça n'arrive pas, quoi, ce côté ils vont rester ensemble pendant 10 ans et tout dominer, quoi. Mais bon, c'est après tu as eu quand même d'autres bonnes périodes, pardon. Tu as eu le Dwight Howard un peu plus récemment, tout de même, c'était quand même pas mal, quoi. Le Dwight Howard était pas mal, j'aimais beaucoup Turkoglu aussi, qui faisait souvent Ouais. des fins de match et des tirs clutch à non plus finir, donc très très bonne période. Même, je dirais, dans la 2010, je suis un peu dur quand je dis, voilà, c'était une période dure. Il y a eu la période Vucevic, Fournier, Gordon, voilà, où il y a eu deux apparitions en playoff. On savait que le plafond était limité, mais c'était une équipe qui était vaillante, et je pense que dans quelques années, voilà, c'est une équipe qu'on retiendra quand même au niveau d'Orlando, parce que elle a au moins fait les playoffs dans une période de vache maigre, donc voilà, c'était quand même pas si mal. Et Sylvain de Inside Basket, évidemment, et aussi de Basket Rétro. Alors, qu'est-ce qui se passe un peu au niveau de ces médias-là actuellement? Il y a un peu d'actu, notamment un peu de podcast, hein, je crois. Oui, tout à fait. Alors, bah, Inside Basket, là, on va être sur des basiques, hein, ça va être les guides de la rentrée NBA. J'écris toujours aussi pour Basket Rétro, donc c'est vraiment l'actualité du passé du basket, où je vais faire des portraits de joueurs principalement. Et puis cette année, sur Basket Rétro, on a lancé un podcast qui s'appelle Parole Olympique, donc qui a été lancé à l'occasion des Jeux de Paris, avec des interviews de joueurs, de joueuses, en tout cas de personnalités du monde du basket qui ont vécu les JO. Donc c'est un podcast animé par Winston, hein, que tu dois bien connaître, Ouais. voilà, hein, des Motor City, des Les chroniques chroniques de de Motor Motor City, City. ouais, qui est Voilà. venu souvent déjà, ouais. Exactement. Et puis de Franck Cambu, qui est vraiment un passionné de basket, un érudit sur tout ce qui est équipe de France. Donc voilà, le podcast a bien marché au moment des Jeux, et on a décidé de le poursuivre pendant l'année. Donc a priori, ça sera sur un rythme mensuel. Parfois, ça sera des interviews, parfois, ça sera peut-être un point précis à l'intérieur des JO, une rencontre importante, une équipe un peu voilà, qui sort des normes. Donc, je vous écoute à écouter, à suivre en tout cas ce nouveau podcast. Vous avez réussi à relancer Winston pour le faire parler d'autre chose que malheureusement ces affreux Pistons depuis 10-15 ans, le pauvre. Mais ouais, même lui, tu vois, s'était déjà spécialisé depuis compte d'actualité Détroit vers déjà du historique, hein, parce qu'il en avait marre de l'actualité. Mais effectivement, ce podcast-là à suivre. Et puis sur Inside Basket, toujours le podcast Inside Hoop, hein, évidemment. Et exactement, voilà, là, on essaye de faire un podcast par semaine. Alors moi, c'est moins mon cas, ça va être plus un par mois, mais en tout cas, il y a toujours une équipe de motivés, et c'est plus autour de l'actualité de la ligue, parfois des hors-séries, mais c'est vraiment de l'actu.
Ouais, et puis au passage, on salue aussi ton fils, hein, qui apparemment est auditeur du Basket Lab, donc ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, on espère que cet épisode lui plaira avec son papa du coup. Donc bref, on peut y aller si tu veux bien. On entame ce top 100 avec toi cette année, alors que l'an dernier tu étais venu assez tard, hein, finalement, tu avais déjà un classement assez fouillis. Donc si je peux présenter un peu le format, donc un top 100 des joueurs de 2024, ça vous le savez, un classement en termes de valeur sportive. Donc c'est ça un peu le critère principal, on va classer relativement à ça. Et pas totalement un peu théorique et pas totalement absolu, pas totalement intrinsèque, on va dire. C'est aussi selon la performance de 2024 qu'on fait ça. Donc notamment, il y a un peu une conséquence qui est que des gens qui ont été blessés, ils feront pas totalement partie du classement. On pourra en parler en fin de top 100, où est-ce qu'on les insérerait un peu dans un mode un peu théorique et absolu. Mais voilà, c'est plutôt en mode performance, de juger la performance de 2024 et juger aussi par rapport à ça. Donc il y a certains critères un peu officieux, on va dire, de nombre de matchs et de nombre de minutes. Donc voilà, c'est un peu, il faut toujours trancher parfois. C'est un peu ambigu, on sait pas où mettre le curseur, mais grosso modo, je me suis dit sur des demi-saisons, à partir d'une demi-saison, on peut commencer à apprendre. Mais ça dépend aussi des cas, ça dépend de quel point le joueur est bon aussi, ou ça dépend aussi, tu vois, il y a des joueurs qui ont fait des demi-saisons mais qui ont eu un trade. Donc ça fait que genre ils ont fait 20 matchs dans une bonne équipe et tout le reste 20 ou 30 matchs dans une équipe assez mauvaise. Bon, comment est-ce qu'on pondère ça? Au final, ça va dépendre des cas, mais voilà, critère un peu officieux de nombre de matchs et de minutes. Et surtout, on classe un peu, en fait, selon l'impact, on va dire, l'impact sportif par match. Grosso modo. Là, ne vous inquiétez pas, on part pas sur la théorie, c'est juste pour délimiter un peu de manière un peu exacte, mais on classe sur l'impact par match. Et je dis ça pourquoi? C'est parce que si on classe pas en valeur cumulée. Donc si un joueur est à 73 matchs et l'autre 82, on s'en fiche, quoi. C'est juste, en gros, ils sont qualifiés et on les juge sur leur niveau de jeu, grosso modo. Donc voilà, l'impact par match n'est pas en valeur cumulée. Et s'il y a 10 matchs de plus chez l'un, ça fait pas la différence. On veut quand même juste parler des joueurs. Un critère aussi un peu officieux de au moins 28-29 minutes par match en termes de minutage moyen, parce que c'est un peu la barre des gros temps de jeu, on va dire. Donc c'est un peu ambigu, mais comment est-ce qu'on va juger des mecs qui sont très bons mais dans des rôles plus réduits? On pourra en parler. Et puis surtout, toi tu le sais, mais c'est un classement vivant, évidemment, qui est pas du tout figé. Donc moi j'ai fait ma pré-liste de 100 a priori, mais comme tu le sais, c'est beaucoup amené à changer, avec notamment chacun qui peut dire tiens, lui il est pas dans la pré-liste, il faudrait qu'on l'inclue, etc. Un classement vivant. Et puis j'ai même pas encore précisé, on le construit petit à petit. Donc pour l'instant, on n'a pas de classement. Épisode 1, on n'a pas de classement. Et à la fin de cet épisode, on aura un top 5, donc les 5 joueurs d'aujourd'hui. À la fin de l'épisode 2, un top 10, ensuite top 15, etc. jusqu'à construire le top 100. Donc voilà un peu pour le topo. Je crois que tu étais à jour de toute façon, tu connais un peu le format. Et donc aujourd'hui, tiens, j'ai même pas encore annoncé la cuvée du jour. La première cuvée pour cette syllabe 2024. Alors, syllabe, oui, syllabe en chiffre romain, si, C, c'est le 100. Donc, petit jeu de mots pour le top 100. Tu l'avais, Sylvain, ou pas, ce jeu de mots? Oui. Je l'avais déjà l'an dernier, donc oui, Bon, je ça va. l'avais encore en tête. Je le précise parce que parfois certains peuvent passer à côté. Mais donc oui, je disais, aujourd'hui la QV, on a du Kawhi Leonard pour attaquer ce top 100. On a du Kentavious Caldwell-Pope, du Franz Wagner, du Mike Conley, du Domantas Sabonis. Donc du beau monde déjà pour cette première QV. Avant d'entrer sur cette QV-là, justement par rapport au nom que moi j'ai un peu mis de côté, est-ce que tu as des doléances? Est-ce que tu as des gens qui pour l'instant ne sont pas dans la pré-liste, mais ça t'intéresserait qu'on en discute et qu'au final ils se retrouvent dans le top 100? Écoute, tu m'as envoyé la liste des joueurs qui ne seraient pas dans le top 100. Euh, Il y a un joueur, moi, qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est Malik Monk. Ouais. Alors Malik Monk, je pense que c'est peut-être le minutage qui est pas énorme, mais pour moi c'est un joueur qui pourrait mériter d'apparaître dans ce top 100 parce que il débloque énormément de situations quand même à Sacramento. J'ai regardé pas mal les Kings cette année, c'est une équipe aussi que j'aime bien, et souvent quand t'as Fox un peu en dedans, lui va souvent prendre un peu le scoring en main. Donc tu vois, il réalise sa meilleure saison au scoring avec 15,4. Les pourcentages sont pas top top. À 3 points, ça a baissé un petit peu. Je crois qu'il est à 35% cette saison. Et puis, si on prend le true shooting plus, c'est en dessous des 100, hein, c'est en dessous de la moyenne à Ouais. 97. Donc, c'est pas honteux non plus. Mais où je trouve qu'il a fait le plus de progrès, c'est vraiment au niveau du playmaking. Là, il est passé à plus de 5 à 6 par match. Et je dirais que c'est un joueur qui occupe vraiment les postes 1 et 2 à Sacramento, puisque Davion Mitchell a été un peu mis de côté, et lui est capable de créer beaucoup pour les autres, alors que moi j'avais cette image, notamment quand il était à Charlotte, d'un mec un peu binaire, vraiment qui jouait que pour lui, et qui se créait ses propres shoots, mais très peu pour les autres. Là, ça a complètement changé dans cette équipe des Kings.
et je trouve qu'il a vraiment trouvé son rôle et voilà, il a vraiment une importance dans les Kings, chez les Kings. Donc moi je l'aurais mis honnêtement. Après, bon, on est obligé de se réduire à 100 personnes, donc à 100 joueurs, donc c'est pas évident, mais de prime abord, moi je l'aurais mis. Ouais, mais c'est exactement le type de joueur qui m'a posé problème quand j'ai fait la pré-liste par rapport à ce minutage, quoi. Parce qu'en effet, sur son minutage, il est très bon, mais en termes d'impact, au final, qu'est-ce qui vaut plus entre lui qui est sur 26 minutes à peine, ou un mec qui est à 30 minutes, un gros temps de jeu titulaire, en étant un peu moins bon, mais en jouant plus, qu'est-ce qui finalement a le plus d'impact? C'est un peu compliqué, mais je note, effectivement, je note Malik Monk, je pense, pourrait prétendre à rentrer dans ce top 100 à la fin, et on pourra en discuter sans problème. Alors, du coup, allons-y pour cette cuvée. Nos 5 joueurs, je les ai évoqués. Comment est-ce que toi, avant qu'on en discute un par un, comment est-ce que toi, tu les classerais a priori avant nos discussions? En 1, j'ai mis Kawhi. Ouais, Je me suis posé la question avec Domantas, que j'ai quand même mis en 2. Voilà, je reviendrai dessus, mais c'est vraiment pour l'impact des deux côtés du terrain que j'ai mis Kawhi devant. En 3, j'ai Franz Wagner, et puis bien derrière, j'ai Mike Conley, et en 5, KCP. ok, ok. Bah, je crois que j'ai un peu pareil, sauf à la fin. Donc moi, j'ai Kawhi en 1, Sabonis en 2 et Franz Wagner en 3, un peu comme toi. Et je crois que j'ai KCP un peu au-dessus, en quatrième par rapport à Mike Conley. Mais on va en discuter, justement. On est là pour ça. On a nos classements de base, mais on va un peu se confronter nos idées. Donc, allons-y, si tu veux bien, avec quelqu'un que tu connais bien. On peut ouvrir la syllabe avec lui. C'est Franz Wagner, si tu veux bien. On va sur son cas à lui. Je le présente rapidement avant de te lancer. Franz Wagner, 32 minutes par match cette saison, 72 matchs joués cette saison également. En termes d'efficacité, 99 sur le True Shooting Plus, donc la moyenne est à 100, donc moins 1% d'efficacité relatif à la moyenne, grosso modo. Sur 26% d'usage, le volume de responsabilité, c'est un volume pas mal, mais c'est pas énorme, quoi. Mais c'est quand même une bonne deuxième option d'équipe, on va dire. Et ce qu'on peut dire, je peux te lancer directement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sur la saison de la confirmation, en fait, chez lui. Ouais, c'est sa troisième et on sent que ça monte en puissance. Rien qu'en prenant ses stats brutes, en fait, elles sont toutes à la hausse hein, par rapport à l'an dernier. Il est passé de 18,6 à 19,7, 4 rebonds à 5,3 et il y a aussi un petit peu plus de passes. Idem, hein, si on prend les points, assists et rebonds percentage, tout est à la hausse. Donc là-dessus, pas de problème. Il confirme qu'il est le premier lieutenant du Magic, hein, peut-être derrière Banquero, voire certains soirs aussi le go-to guy. Hein, quand il est en réussite aussi, le Magic n'hésite pas à lui filer un peu plus la balle, la gonfle en attaque. Donc, comme tu dis, c'est vraiment la confirmation. Et ce qu'il a prouvé aussi pour moi cette année, c'est sa panoplie qui est très complète. On parle d'un joueur hyper Ouais, polyvalent quand même pour moi. 2,8 m pour un arrière ailier. Alors arrière plutôt l'an dernier et puis plutôt ailier cette année, hein, puisque on avait Suggs et Harris sur le backcourt et donc là lui jouait un peu plus ailier. Mais 2,8 m, ça reste quand même grand. Et moi je trouve il utilise relativement bien sa taille et sa mobilité pour son gabarit. Hein. C'est quand même un mec mm, qui est relativement mobile. Où ça s'est le plus senti cette saison, je dirais que c'est sur les drives. On est sur un joueur qui fait plus de 11 drives par match, on est à 11,7 et ça génère 8,6 points et une assist. Donc c'est quand même assez efficace. Sur les drives, on est à 1,20 points par possession. Là, c'est pas élite, mais ça reste vraiment très intéressant. Et puis il y a une alternance dans ses drives. Je dirais que parfois il va poser un Eurostep. Il a aussi le petit hésitation move hein, qu'il maîtrise parfaitement. Ça lui permet parfois d'aller jusqu'au cercle et puis aussi parfois de shooter vraiment par-dessus son défenseur, hein, d'où aussi sa taille qui est importante là-dessus. Le seul petit truc, c'est que dans ses drives, je trouve ça un peu robotique, sa manière de driver. C'est pas très fluide, mais en tout cas, c'est efficace. Donc là-dessus, moi, le vrai point positif, c'est sur les drives. Il joue aussi pas mal de pick and roll. On est à 5 possessions par match hein, dans le rôle de ball handler. Pour une efficacité là qui est pas forcément excellente, on est à 0,93 points par possession sur ces pick and roll. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est skip assist. Tu sais, c'est les fameuses passes ouais. où on parvient à lober un peu la défense, hein, une passe transversale. Et là, comme il est grand, encore une fois, tu vois, quand je dis qu'il utilise bien sa taille, c'est qu'il a une bonne vision du jeu et il arrive à faire des passes vraiment parfois surprenantes où il va sortir de l'écran et il va faire une passe à l'opposé, une passe transversale. Et là-dessus, je le trouve aussi assez fort là-dessus. Voilà. Après.
Sur la transition, on est à 1,18 sur les possessions lorsqu'il joue en transition. C'est le 60e centile NBA. Là encore, c'est quand même, ça reste pas mal. Mais là, je dirais qu'en attaque, le seul bémol pour moi cette année, c'est vraiment sa réussite. Voilà, je pense que tu en parleras, hein, mais sa réussite est vraiment en berne au niveau du 3 points, c'est cata. On est à 28% sur la saison. Ouais. On est à moins de 27% aussi sur les longs 2 points. Alors, pour une équipe qui manque de spacing, ça fait vraiment très mal parce que c'était un mec qui était plutôt capable à 3 points, qui était dans la moyenne lors de ses 2 premières années. Mais c'est vraiment une crise de confiance qui est arrivée, je dirais, progressivement dans la saison. Il était à 32% avant le All-Star Break et il est passé à 18,5% après le All-Star Break. Donc vraiment crise de confiance terrible et qui s'est poursuivie un petit peu, je dirais, lors des JO, puisque pareil, hein, il n'a pas été vraiment très efficace derrière la ligne. Après, c'est vrai que là-dessus, il y a un peu une double lecture à faire, je pense, parce que bon, j'ai cité les chiffres d'efficacité, hein, 99 de true shooting plus, donc moins 1% relatif à la moyenne qu'on fixe à 100 par définition. L'an dernier, il était à 101, je crois. Donc bref, il est relativement au même niveau, hein. Grosso modo, il est autour de la moyenne. Et c'est vrai que il y a deux lectures. C'est soit tu dis, en effet, de noter, et il faut le faire, la panne d'efficacité au jump shot, hein, comme tu l'as dit, 3 points et long 2, le jump shot n'est plus rentré du tout, alors que saison numéro 2, il semblait qu'il y avait quand même de belles promesses là-dessus. Non pas un shooter d'élite, hein, mais au moins un petit pull-up qui faisait du bien et au moins un peu de spacing. Donc il y a ce côté, peut-être le verre à moitié vide, on peut dire. L'autre côté, l'autre lecture à faire, à mon sens, et tu l'as déjà un peu dit, c'est que, en fait, son efficacité, comme dit, elle est un peu pareille que l'an dernier, donc elle est très très similaire, malgré cette panne au jump shot. Donc ça veut dire que bah, sur tout le reste du jeu, je trouve qu'il s'est amélioré. Et pour moi, c'est un peu là-dessus où il y a la lecture plus positive de sa saison et le verre à moitié plein. C'est que, en effet, tu as parlé du drive, mais je trouve qu'on a en effet la force de son profil, c'est cette taille en fait. Et comme tu dis, il y a parfois un peu un côté très rigide sur les drives parce que bah voilà, il fait aussi sa taille quoi. C'est-à-dire qu'il descend pas non plus hyper bas sur ses appuis. Il n'y a pas cette fluidité, cette flexibilité qu'on est plus petit ou plus des athlètes plus déliés. Pardon, il est quand même assez grand hein, lui pour le coup. Donc ça se ressent un peu stylistiquement, mais ce que j'aime bien, c'est que bah voilà, il a une panne au jump shot et donc ça a affecté l'efficacité, mais en fait pas trop. Parce qu'il est de l'autre côté, ça compense en étant meilleur, quoi. En étant meilleur dans le jeu, en étant meilleur sur drive, en étant meilleur sur plein d'aspects du jeu finalement. Et tu vois, au niveau des drives, tu as dit combien 11, plus de 11 par match, hein, je crois, tu as dit tout à l'heure. Et parmi donc les gros drivers à plus de 10 par match, je suis allé un peu filtrer. En effet, on est au top 15 en fait. Top 15 en termes de points par tir, de productivité, d'efficacité sur les tirs en fin de drive. 15e sur donc plus de 50 joueurs qui font beaucoup de drive, quoi. Donc on a une vraie hausse de ce côté-là. Et c'est un peu, bah, en un sens, on espère que l'année numéro 4, pour se projeter un peu sur la suite, c'est on aura un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire les progrès dans le jeu, notamment sur drive, donc ce qu'on a eu cette année, mais peut-être un jump shot qui va revenir, c'est un peu l'espoir, et je pense qu'on n'a même pas besoin que ce soit un jump shooter d'élite, on aimerait juste que ce soit un bon shooter un peu comme l'an dernier, quoi. Ouais, il était dans la moyenne l'an dernier, hein, donc c'est pour ça que c'est surprenant. Hein, sa première année, alors que la sortie de fac, bon, je suis pas trop la NCAA, mais j'avais quand même suivi son profil vu qu'il était drafté par Orlando. Il était annoncé comme un pied de shooter à 3 points. Sa première saison, il a plus de 35%, deuxième à 36. Donc bon, tu te dis, ça, on va être dans ces eaux-là, et là, ça a chuté complètement. Donc pourquoi? Je sais pas. Est-ce que en plus après, il y a pas eu un petit problème psychologique à ce niveau-là? C'est compliqué. Mais comme tu dis, je pense que l'année 4, il faut vraiment espérer le meilleur des deux mondes, qu'il garde cette puissance qu'il a maintenant en drive, et puis avoir un petit peu plus de réussite, parce que Ouais. il faut quand même qu'il soit respecté derrière l'arc. Hein. Si, pour le spacing du Magic, c'est obligatoire, vraiment obligatoire. Ouais, puis même en termes de créateurs, tu vois, je pense que c'est un peu important d'avoir ce petit pull-up qui semblait avoir l'an dernier. Ce serait assez important et voilà, pas de l'avoir à un niveau d'élite forcément, mais au moins d'avoir un peu de respectabilité pour éviter que bah, les mecs passent sous les écrans, par exemple, hein. Un exemple assez basique de comment ton jump shot affecte ta création. Bah, si il fait un pick and roll et que les mecs sortent pas pour le défendre parce qu'il n'y a pas cette menace, bah, ça crée de moins de brèches dans la défense, donc c'est plus compliqué pour lui, etc., etc. Et je pense que ça viendrait totalement parfaire hein, ce truc-là. Mais pour l'instant, en tout cas, si on parle de la saison 2024, bah, c'est vrai que c'était pas trop là. C'était pas trop là. Et c'est peut-être un peu un manque. Et c'est dommage. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'on a quelqu'un qui. Je pense la meilleure description qu'on peut faire, c'est qu'il est génial nulle part. Mais en fait, il est bon partout, voire même très bon un peu partout. Et c'est ça qui est très appréciable parce que tu parlais de la taille et même tu l'as un peu décrit, mais la taille se retrouve aussi dans le passing. Et c'est un truc hyper bien quoi pour un mec de sa taille d'être un porteur de balle aussi grand qu'à un tel niveau de passing. Alors
c'est pas du passing à la Luka Doncic ou autre de génie, mais c'est les basiques plus même, on peut dire. T'as dit la skip pass, tout ce qui est pick and roll. Voilà, clairement, moi j'en viens même à me demander, est-ce que, alors j'en sais rien, toi qui es fan d'Orlando, tu peux nous en parler, mais tu vois la comparaison avec Paolo Banchero, au final, je dis pas que forcément qu'il est bien meilleur que Paolo Bo ou quoi que ce soit, mais en tout cas, on voit aussi que quand c'est lui qui mène l'attaque, ça a aussi des plutôt bons résultats, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Bah, c'est deux profils un peu similaires. Alors, je dirais que Franz Wagner va plutôt prendre l'avantage sur sa taille, alors que Banchero, c'est plus sur sa puissance physique et un peu plus de post-up. Mais ça reste deux ailiers assez grands à qui on a donné les clés du camion, en gros, hein. Ça peut faire penser au duo Tatum-Brown, qui est quand même champion cette année. Donc, est-ce que Orlando, sans le vouloir, recrée un petit peu ce modèle? Ça peut donner l'impression, hein, je sais pas. On a l'impression que Banchero est numéro un et Franz Wagner numéro 2, mais ça peut varier sur certains matchs. Et l'avenir nous le dira. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait forcément un numéro un titré encore. Il est tellement polyvalent, je dirais, que Franz Wagner, un peu plus que Banchero, que ça peut très bien être aussi le go-to guy du Magic, hein. On ne sait pas encore la progression de ces deux jeunes. Donc, en tout cas, je trouve ça très intéressant d'avoir ces deux profils au sein de la même équipe parce que justement le soir où un va avoir un peu plus la main chaude, on va pas hésiter à le servir. Et puis au niveau de la création, étant donné qu'on n'a pas de meneur vraiment créateur dans cette équipe, eux arrivent à produire justement à faire produire pour les autres depuis l'aile. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ouais. Non, mais Banchero, enfin, on en parlera quand on parlera de lui, mais pour moi, il y a un peu ce truc où Banchero, c'est peut-être un potentiel plus grand, un plafond plus haut en termes de potentiel maximum. Tu vois, en termes de passing, Banchero est capable de faire pour moi des lectures et des passes de niveau supérieur, et depuis longtemps, hein, depuis la fac, même si Coach K a essayé de le brider à la fac. Mais il y a ça, il y a même en termes de profil de scoreur, tu sens qu'il y aurait peut-être un peu plus en termes de move, en termes de. Il y a plus de prise d'initiative, etc., etc. C'est peut-être que Franz Wagner, pour moi, a un peu plus la valeur sûre en fait. Banchero, on voit le modèle, le moule du côté go-to guy, un peu avec un plus gros volume de scoring, plus de passing aussi peut-être, ou ce genre de choses. Mais pour l'instant, c'est pas trop efficace, alors que Franz Wagner, c'est entre guillemets moins sexy, un peu moins de paillettes, mais bah, c'est un peu plus efficace tout de même déjà, c'est un peu plus, voilà, moins de paillettes, hein, moins de splash, on va dire, mais déjà bon quoi. Déjà bon en termes de passing, même si un peu plus sobre, déjà bon en termes de scoring, même s'il n'y a peut-être pas un potentiel génial. Et c'est vrai que moi, tu vois, sur son cas, je sais pas trop quel va être son futur. Et la comparaison avec Banchero, on va la suivre pendant pas mal d'années, mais j'ai un peu l'impression que c'est, comme dit, hein, le mec qui va être très bon un peu partout, mais peut-être jamais sans ce plafond peut-être de All-NBA, quoi, tu vois. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Moi, il me fait penser aussi par certains aspects à Turkoglu, hein, qui a fait aussi les belles années du Magic. Oui, C'était un c'est vrai. joueur ultra polyvalent, capable de rentrer des gros shoots. Alors peut-être un peu plus fiable derrière l'arc, mais en tout cas, voilà, c'est ce profil-là d'ailier. Playmaker de grande taille en plus. Oui, qui était un ailier de grande taille, exactement. Non, mais c'est pour ça que le profil correspond à peu près. Et Wagner, voilà, si déjà il est dans ces pas-là, c'est déjà très bien parce que il n'a pas vraiment de faiblesse, hormis là, cette panne au shoot cette année. Voilà, même en défense, on n'a pas trop parlé de sa défense, Oui, je mais vais te c'est un lancer, ouais. mec. Bon, c'est un mec, voilà, de par sa taille, il peut switcher justement sur trois postes. Il est parfois un peu, on va dire, mis à mal sur les postes 2, les arrières un peu plus rapides. Mais grâce à sa longueur de bras, il arrive toujours à gêner la trajectoire du tir, même quand il est en retard. Sur les drives, il arrive à mettre son corps en opposition. Et puis, il est toujours actif, un peu à la manière de son frère. C'est des lâche-rien. Les mains toujours actives et de manière intelligente. Donc, tu vois, j'avais noté qu'il faisait deux déflexions par match. Bah, c'est le deuxième du Magic. Ça peut être aussi tout simplement des interceptions, hein, couper les lignes de passe ou dissuader une passe. Mais il a toujours les mains actives et moi, c'est ce que j'aime bien chez lui. Il a jamais les mains dans les poches. Il va toujours faire quelque chose en défense. C'est pas un défenseur d'élite, mais en tout cas, c'est quelqu'un de concerné et qui est loin d'être négatif pour moi. Bah ouais, c'est vraiment cet aspect où bah, même en défense, c'est pas all defense, mais c'est quand même solide quoi. Donc on a vraiment un profil extrêmement complet. Je pense que en plus défensivement, là ce qui est pas mal, c'est qu'on est dans des schémas avec Jamal Mosley et un type de défense qui est quand même très proactif, très dynamique, avec des schémas et même des innovations un peu tactiques un peu partout. Donc lui et sa polyvalence défensive même se rentre bien là-dedans.
Je pense que peut-être qu'est-ce qui pourrait être sa faiblesse défensive, c'est le fait que bon, il est mobile pour sa taille, mais ça reste un mec de sa taille. Donc tu vois, parfois il est un peu, comment dire, un peu fébrile, un peu fragile face à des mecs très explosifs, des petits très explosifs. Mais à part ça, et peut-être le côté longueur de bras où ça va être plus un mec qui est en défense off-ball, qui va avoir une activité sur le plan horizontal, plus que vraiment avoir des playmakers au panier, verticalité, etc. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, en fait, c'est un mec hyper complet sur le ballon, un mec hyper complet et dynamique loin du ballon, comme tu as dit. Donc voilà, on a un package extrêmement intéressant, quoi. Donc ça fait un bon petit ensemble. Bon, d'habitude, je te demanderai où est-ce que tu le mets dans le classement, mais vu que pour l'instant il est tout seul, pour l'instant il est numéro 1, numéro 1 du classement, construisons-le ensemble. Ok, bah, on peut aller sur le petit quiz alors pour finir. Tu sais qu'à la fin j'aime bien faire toujours des petits quiz. Allons-y gaiement. Petit quiz, un kick est sur le terrain pour se remémorer les actions marquantes de la saison. Et là, j'ai pris son match à 38 points de cette année. Donc, nous sommes le 4 février 2024. Peut-être tu t'en souviens. Nous sommes contre qui d'ailleurs? Bonne question. Son record de points? Non, je sais plus. Non, c'était contre les Pistons de Détroit. Contre les Pistons, Et donc, je vais te demander qui était sur le terrain pour cette action mythique. Le dernier panier de cette performance à 38 points de Franz Wagner contre Détroit. Qui est sur le terrain au moment du dernier panier? Au moment du dernier panier, alors je vais d'abord faire le Magic. Est-ce qu'on a Jalen Suggs? Oui, effectivement. Jalen Suggs, est-ce qu'on a Gary Harris? Non, pas Gary Harris, non. C'est pas Gary Harris, je vais continuer. Banchero? Oui, tout à fait. Wendell Carter était revenu de blessure, donc c'est peut-être lui. Tout à fait, ouais, février, ouais. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il me manque l'arrière. Si c'est pas Gary Harris, peut-être Markel Fultz qui était revenu de blessure aussi. Non, alors l'arrière, ça devait être un peu entre guillemets Franz Wagner, donc on va chercher un peu plus haut plutôt. Alors du Jonathan Isaac. Exactement, le défenseur de l'année sur 15 minutes par match, Jonathan Isaac. C'est ça. Lui, il va être compliqué à traiter sur le top 100 d'ailleurs. Mais... Ah bah oui. Et côté des trois? Alors côté des trois, Cunningham. Kate Cunningham est sur le terrain, oui, tout à fait. Sur le terrain, avec Jaden Ivey. Oui, tout à fait. Voilà. Là, c'est post-trade deadline ou pas? 4 février, donc on est juste 4 février, on est avant, donc peut-être encore Bogdanovic. Exactement, très bon raisonnement, tout à fait. Bagley. Il était déjà pas Bagley. Non. Le pivot, un peu assez facile, un autre pivot, mais pas Bagley. Un plus prometteur, en tout cas, à ce stade de sa carrière, peut-être. Oh oui, purée, son nom m'échappe. Ça va me revenir. Attends, il m'en manque encore. Il m'en manque deux, là, encore. Hein. Il t'en manque deux, donc il y a le pivot. Et un autre en arrière. Marcus Sasser, non? Non, ce n'est pas Sasser. Vous, votre prénom, c'est juste. Ouais. Non, c'est pas Marcus Sasser. C'est quelqu'un qui était, à l'époque, il s'était fait drafter, et il était dans le backcourt avec un mec qui avait presque le même nom que lui, même nom de famille que lui, à une lettre près. Du côté de Utah. Ça te dit rien, ça? Un backcourt avec deux mecs qui ont presque le même nom de famille. Le même nom. C'était il y a longtemps, c'est il y a 10 ans maintenant. C'était il y a 10 ans. Et ensuite, il a fait du New York, ensuite. Il a fait du Détroit, justement. Drafté par les Knicks, non? Kevin Knox, non? Non, drafté par Utah, justement. Drafté par Utah? Je sais pas. Le pivot, c'est Duren, non? Exactement, Jalen Duren. Ouais, voilà, lui, il m'est revenu. Donc... mais oui, à New York. Oh là là. Alec Burks. Exactement, Alec Burks. Et c'était Trey Burke, le joueur presque homonyme. Ok, bien vu. Tu te souviens de ce backcourt magnifique, Trey Burke, Alec Burks, qui était ça backcourt du futur à un moment donné. Trey Burke, je croyais beaucoup en lui, et puis finalement ça l'a pas fait à Utah, et c'était une époque où à Utah il n'y avait pas vraiment de meneur, hein, pourtant, et ça l'a jamais fait. Non, effectivement. D'ailleurs, un an après, ils ont drafté Dante Exum, mais qui n'a pas marché non plus. Non. Malheureusement. Passons à KCP, si tu veux bien. Kentavious Caldwell-Pope. Je fais un peu le topo rapidement. 32 minutes par match pour KCP sur 76 matchs cette saison. 104 de true shooting plus, donc plus 4% d'efficacité relative à la moyenne sur le scoring individuel, sur 13% d'usage, donc un volume très très faible, évidemment. À peine 13% d'usage, mais parce que c'est un role player. Mais justement, pour te lancer, c'est vrai qu'on a en fait aujourd'hui, en 2024, KCP qui est devenu la Rolls-Royce des 3&D en fait.
Ouais, c'est exactement ça. Parce que avec KCP, au moins, t'as pas de surprise. Tu sais que tu vas avoir du shoot longue distance, de la défense. Bon, maintenant, pas mal d'expérience. Et pour une franchise qui n'aurait pas de superstar sur le poste 2, je veux dire, c'est le role player parfait pour mettre à ce poste. C'est le joueur qui est vraiment hyper efficace, mais pour moi qui reste trop discret. Alors c'est pour ça que en amont dans l'émission, je te dis que je le mettais 5 parce que il y a l'efficacité, mais pour moi il n'y a pas assez de volume. Cette saison, KCP, c'est seulement 7,7 tirs tentés. C'est sixième chez les Nuggets, hein, ça veut dire que tu as même Reggie Jackson qui est pourtant remplaçant qui lui passe devant à ce niveau-là. Et voilà, moi c'est le seul regret que j'ai, c'est le tout petit volume de tir, alors que au niveau de l'efficacité, 104 de true shooting plus, donc 4 au-dessus de la moyenne, c'est excellent. On est encore une fois à plus de 40% à 3 points, mais sur 4 légèrement plus de 4 tentatives. Là encore, c'est pas assez pour moi, quoi. Donc il y a de la Ouais. réussite, mais pas de volume. Si on prend au niveau de sa shot chart, donc c'est très analytique, hein, comme tu l'as dit, c'est le 3D parfait, c'est-à-dire que 52% de ses tirs sont pris derrière l'arc, et l'autre quart, c'est dans la restricted area, donc c'est des shoots près du cercle et du 3 points. On est sur un joueur qui peut pas se créer son propre tir, puisque sur 260 tirs réussis, il n'y en a que 226 qui ont été assistés. Principalement par Jokic et Aaron Gordon. Mais par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est que on a un petit peu de diversité dans ces tirs. On a 4,1 points qui vient de catch and shoot, avec une réussite qui a 39,8%, sachant que la moyenne de la ligue est à 38,7%. Tu vois, là encore une fois, c'est Ah ouais, c'est pas au-dessus de la mal. moyenne, hein, c'est pas mal. Et puis au niveau des pull-ups, on a de 2,3 points par match et 46,6% de réussite. Donc là, en catch and shoot, encore une fois, c'est très bien. Et puis alors, un truc qui m'a amusé aussi par rapport à l'an dernier, c'est que cette année, il est meilleur après des dribbles. L'an dernier, c'était pas le cas, mais là, lorsqu'il pose au moins un dribble, on est à plus de 50% de réussite. Et puis, lorsqu'il est à deux dribbles, on est tout pile à 50%. Donc, le petit dribble de décalage, tu vois, le dribble ou les petits dribbles de décalage, c'est quelque chose qu'il faisait pas forcément auparavant. Mais là, cette année, voilà, il prouve que il a encore une meilleure efficacité lorsqu'il fait ce petit dribble de décalage. Voilà, après pour le reste du profil en attaque, c'est un joueur qui drive presque pas, hein, comme tu le dis, c'est du Swendy pur et dur, donc le drive c'est 1,9 par match. Bon, c'est quasiment Ah ouais, anecdotique. c'est très peu hein, pour son Ouais, minutage, c'est hein, très peu. 1,9 par match. Ouais, ouais. Même sur pick and roll, tu vois, il y a moins d'une action par match où il fait un pick and roll en tant que ball handler, puisque bon, il est arrière, donc il fait Ouais, plutôt ouais. normalement, il a plutôt le rôle du ball handler, mais là encore une fois, c'est quelque chose qui n'utilise pas. Donc voilà, pour moi c'est du shoot, c'est vraiment un profil unidimensionnel. Mais par contre, dans cette rubrique de Swendy, il est l'un des meilleurs de toute la ligue. C'est pour ça qu'on a vu que d'ailleurs Orlando avait été obligé de faire un gros chèque pour l'attirer parce que ça se monnaie ce genre de profil. Bah ouais, ce que j'allais dire, c'est que on a bien vu que, comme tu dis, la Rolls-Royce des 3D, elle a été bien payée parce que c'est une telle valeur, quoi, finalement. Et encore, on n'a même pas encore parlé de la défense, mais c'est vrai que finalement, la seule faiblesse de son profil, comme tu dis, c'est la création. Bon, ok, c'est pas un créateur offensif du tout, mais en fait, à part ça, t'as un mec qui, t'as littéralement zéro compromis avec lui, quoi. C'est ça qui est assez bien. C'est, tu vois, il y en a, t'as un compromis d'efficacité, genre, j'ai besoin de beaucoup de ballons, mais je suis pas efficace. T'as des joueurs qui, c'est genre, je suis bon en attaque, je suis sur le terrain, mais en défense, c'est pas top, etc., etc. Lui, c'est bon, tu sais que t'as pas de création, ok, et donc ça va être évidemment une valeur qui va être plus faible que des stars ou autres, mais franchement, il est tellement bon et tellement fort dans son rôle, son rôle là que ça a beaucoup de valeur pour moi, quoi, pour le coup. Et même avant de détailler tout ce qui est la défense, mais tu vois, même sur l'attaque, tu parlais d'un joueur unidimensionnel. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord parce que ce que j'aime bien justement chez lui, c'est qu'il y a un peu plus. Alors, ça, c'est par petites touches, hein, mais tu vois, ce que j'aime bien, c'est que. Alors, lui en plus, il avait un passif à l'époque, un drafté assez haut, même si, bon, assez haut en 2013. Draft 2013, ça veut dire que cette année-là, il faut rajouter 20 places, donc il aurait été 30e une autre année. Mais non, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il part de. À la base, tu sais, à Georgia, il avait un petit pull-up, il avait un petit potentiel de création, qu'il a un peu testé à Détroit, mais ça marchait pas trop. D'ailleurs, c'est pour ça que personne n'en voulait à l'époque. Bref, il a été récupéré par les Lakers, mais c'était un peu un cadeau, quoi. Et donc, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un 3D qui est devenu très sobre, très élite, mais qui, de temps en temps, en fait, peut te sortir un peu une action. Je dirais pas de création, mais au moins un peu
création très primaire, quoi. C'est-à-dire les fameux dribble and off avec Jokic, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de passing, il y a pas de je pars de zéro et je crée moi-même l'action complètement. C'est je suis dans le corner, Jokic il vient depuis le poste haut, et puis KCP qui fait sa course depuis le corner, il remonte, il prend la balle, et puis il enchaîne sur son petit pull-up où tu vois, il pose un dribble ou deux, là, comme tu le décrivais. Donc, tu vois, c'est rien, hein, mais c'est au moins un petit truc en plus, je trouve, par rapport à des mecs qui sont vraiment, tu vois, le PJ Tucker des mauvais jours ou un truc comme ça, qui est vraiment le 3&D qui peut rien faire de plus, quoi. Je trouve qu'avec KCP, on a aussi ça, et ce que j'aime bien, parce que ça apporte un certain dynamisme aussi, ce genre de jeu off-screen, ce genre de dribble and off, où voilà, c'est pas un driver, mais il y a un peu de coupe au panier, il y a un peu de vivacité, et il n'y a pas de drive de création non plus, mais il peut attaquer un close-out, etc., etc. Donc, c'est, ouais, je pense, un mec qui en attaque et un peu plus que le 3&D qui doit rester dans le fauteuil et qui ne sait pas bouger, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Le 3 points, t'en as parlé aussi, 40% sur but de 4 tentatives par match. C'est pas mal, quoi, pour sur le 3&D. Et je peux te lancer, on n'a même pas encore parlé de la défense, mais là aussi, il est élite clairement en défense, quoi. Ouais, bah quand tu dis élite, là tu vois, moi la stat qui m'a sauté aux yeux, c'est les adversaires qui shootent à 40,6% quand c'est le défenseur le plus proche. Donc c'est tout simplement le meilleur taux, hein, en NBA chez les arrières. C'est sur 590 tentatives. Donc là, ils chôment pas en défense. Lorsque les tirs sont fortement contestés, là ça tombe à 35,8%. Donc c'est vraiment quelqu'un qui défend fort sur l'homme, qui est dans l'élite, hein, pour moi. Alors il n'était pas dans les All Defensive Team, hein, je crois, cette saison, Non, non, non. même si voilà, je pense qu'il le méritait largement. Au niveau du pourcentage de réussite à 3 points des adversaires, là on est à 31,6%, c'est huitième en NBA. Et puis, même dans la restricted area, hein, donc il va défendre un peu moins dans cette zone, mais c'est encore efficace puisque là on est à 34,7%. Là, c'est aussi chez les arrières, c'est le taux le plus bas de la ligue sur ceux qui défendent au moins 100 tentatives. Donc vraiment, c'est défenseur élite. Et puis il faut dire aussi que chaque soir, il s'envoie le meilleur garde adverse. Donc j'ai noté, tu vois, sur Steph Curry, ça donne du 9 sur 24, hein, pour Curry, seulement 37,5% d'adresse. Sur Anthony Edwards, on est à 7 sur 17. Et même Paul George, qui est pourtant un ailier, hein, un peu plus grand, Paul George, c'est 11 sur 27 lorsqu'il est défendu par KCP. Donc vraiment, il y a une prime à la défense chez lui et il est capable de s'envoyer les meilleurs attaquants adverses avec vraiment de l'efficacité. Puis une autre stat que j'avais notée, que je trouvais intéressante, c'est sur le defensive N1 percentage. Donc c'est-à-dire, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs pour faire une faute sur le shoot sans que l'adversaire obtienne le panier plus la faute. Quand KCP donc fait une faute sur le shoot, l'adversaire obtient un N1 que dans 15% des cas. Et là encore, hein, c'est un domaine où il est élite dans toute la ligue. Donc la stat du Bad Boys des 3 Pistons, quoi, grosso modo. Ben, Tu fais faute et t'es sûr qu'il n'y a pas d'N1, quoi. voilà, ben oui, mais il vaut mieux ça, hein, parfois faire. Alors c'est pas forcément des vilaines fautes, mais c'est une vraie faute, ce qu'on appelle dans le jargon une vraie faute. Tu vas taper sur la main au moins pour être sûr que le joueur adverse ne marque pas. Donc ça, c'est plutôt une qualité pour moi. Non, mais effectivement, moi, comme dit, moi, c'est la défense que j'aime beaucoup et qui le fait, qui lui donne beaucoup de valeur à mon sens, parce que voilà, l'attaque, on l'a décrit, c'est pas mal, mais c'est sobre. Mais ouais, on a affaire à un défenseur d'élite, même si, tu vois, je pense qu'on n'est pas au niveau All Defense ou l'Ultra Elite. Tu vois, si on devait modéliser, je pense qu'il est 95e centile, on va dire. Mais en sachant que 98, 99, centième centile, c'est vraiment des mecs, je sais pas moi, Alex Caruso, Lou Dort, etc. Je trouve pas qu'en termes de défense sur l'homme, il soit à ce niveau-là, de genre le 20 sur 20, il est peut-être 19 sur 20, peut-être. Mais c'est un défenseur, comme tu as dit, du point d'attaque qui est tellement bon, quoi. Et notamment, ce que lui n'a peut-être pas en termes de puissance ou de longueur de bras, donc il peut pas être brillé face à n'importe quel match-up comme d'autres peuvent le faire, peut-être un peu plus en termes de puissance ou de centimètres, mais lui, c'est la navigation d'écran sur lequel il est vraiment élite, quoi. Donc là encore, peut-être moins comment dire, de génie disruptif comme un Caruso ou de playmaking défensif de très très haut niveau, mais par contre sur vraiment le côté naviguer un écran, ressortir d'un écran, d'un pick and roll et rester accroché à l'attaquant, pour moi il est d'un niveau assez impressionnant. Et puis il n'y a pas que la défense on-ball, tu vois, il y a toute une activité aussi off-ball qui à mon avis était un rouage essentiel et une raison pour laquelle Denver était cinquième meilleure défense de demi-terrain de 2024 en fait.
On peut parler aussi des schémas de Denver, mais lui faisait partie de ces schémas et tout ce qui était l'activité off-ball de faire les X-out, comme on dit. Donc quand tu as une aide qui vient depuis le corner opposé, ensuite il faut bien se croiser pour qu'on se passe la responsabilité de l'un à l'autre. Donc un classique à Denver. Tout ce qui est stunt aussi, donc réduire le terrain, venir depuis l'aile par exemple pour boucher l'espace et puis ensuite revenir sur son shooter. Enfin, il y a plein de petites subtilités comme ça que lui maîtrise en termes de défense off-ball, d'activité. Et en fait, c'est un mec, tu sens que voilà, il a 10 ans d'expérience NBA, il a sa longueur de bras, il a son activité et il y a une sorte de précision et de savoir-faire qui est aujourd'hui de haut niveau, quoi, qu'il n'avait peut-être pas au début, à ses tout débuts, mais aujourd'hui c'est devenu voilà, le 3&D par excellence, quoi. Et tu vois, j'ai une action en tête où, enfin, il l'a fait plusieurs fois contre les Lakers en playoff, c'est t'as un drive de LeBron ou de Austin Reeves, je fais semblant, alors je fais un stunt, mais en fait je fais presque il bluffe, tu vois, il fait semblant de venir faire un stunt et de boucher l'espace, mais en fait il fait semblant et ensuite directement il repart vers le shooter et donc le driver qui avait commencé à faire la passe vers le shooter abandonné, il se dit ah mince, KCP revient et fait un bon close-out, quoi. Donc il y a cette activité off-ball que j'aime beaucoup et ce qui fait que ouais, on a quand même un package là encore hyper intéressant, notamment de par cette défense et ce profil. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais vraiment zéro compromis. Tu peux le parachuter dans n'importe quelle équipe NBA, il jouerait ses 30 minutes par match, quoi. Bah oui, oui, enfin, c'est vraiment le role player par excellence, hein. Comme je l'ai dit au début, je pense que sur le poste 2, c'est le joueur idéal à avoir. Si t'as pas de superstar, d'Anthony Edwards, Ouais. etc., c'est le joueur parfait à avoir parce que tu sais ce qu'il va t'apporter, de la défense de qualité, du shoot. Moi, encore une fois, c'est ce que je reproche, c'est peut-être le volume, mais peut-être qu'à Orlando, justement, l'an prochain, il aura un peu plus de tickets shoot vu la faiblesse du spacing d'Orlando. Mais tu peux le plugger dans n'importe quelle équipe, tu es sûr de ce qu'il va t'amener. Effectivement. Ouais. Bon, alors niveau classement, on avait mis pour l'instant Franz Wagner qui était tout seul dans le classement. On le met derrière, hein, du coup, on est d'accord. Pour l'instant, on le met derrière, donc KCP Médaille qui vient d'argent, ouais. pour l'instant, il pourra dire qu'il aura été numéro 2 du top 100, au moins momentanément. Et donc, petit trivia, petit quiz pour terminer. C'est un poster dunk. Nous sommes le 23 avril 2024. Nous sommes en playoff. C'est un poster dunk de KCP sur quelqu'un. Je ne vais pas te dire qui, mais tu te doutes qui c'est, puisqu'on est en début avril. Donc, tu te doutes l'équipe qui est sur le terrain au moment de ce poster dunk de KCP. Alors, est-ce que c'est le premier tour début avril? C'était le premier tour contre les Lakers? Exactement, tout à fait. Ok, donc est-ce que c'est pas l'ami Austin Reeves? Ce n'est pas Austin Reeves, non, et il n'est pas sur le terrain. Et pas sur le terrain, D'Lo? Non plus, pas sur le terrain. C'est pas LeBron? Si, il a postérisé LeBron? Non, c'est pas LeBron, non. Et LeBron n'est pas sur le terrain? Non plus. Non plus. Anthony Davis? Anthony Davis est sur le terrain, ouais, tout à fait. Ok. Alors d'autres Lakers, Jared Vanderbilt, je crois pas qu'il ait joué dans la série. Attends, j'ai dit une bêtise, hein. Austin Reeves est sur le terrain, excuse-moi, je me suis Ah, il n'est est pas postérisé, mais il est sur. Non, Ok. il est sur le terrain, oui, c'est ça, il n'est pas postérisé. Celui qui se fait postériser, il n'est pas de l'U, mais c'est tout de même. C'est le retour des jeux de mots tout. Ah oui, oui, totalement attends, débile. le petit Lu, je sais pas. Attends, je cherche encore d'autres Lakers parce que là j'en ai pas, il m'en manque plein. Hachimura? Hachimura est sur le terrain, tout à fait, ouais, tout à fait. Ok, donc là j'en ai 3. T'en as 3, ouais. Est-ce qu'il y avait Torian Prince? Exactement, c'est lui qui se fait postériser. Il n'est pas de lui, et il n'est pas de Bel Air non plus. C'est Torian Prince, tout à fait, qui se fait postériser par KCP. Et il te manque un dernier. C'est étonnant qu'il soit sur le terrain parce qu'il a été blessé quand même toute l'année. Donc, Gabe Vincent. Exactement, Gabe Vincent est sur le terrain. Et puis côté Denver, un peu plus facile tout de même. Jokic. Jokic, ouais. Gordon, oui. Porter Junior. Porter, ouais. Et Murray. Et pas Murray, justement. Pas Murray. C'est un Italien qui est sur le terrain. Tu peux dire un Italien? Non, Reggie Jackson, il est né en Italie. Exactement, ouais. Exactement, tout à fait. Reggie Jackson, l'Italien, tout à fait, qui est sur le terrain. Donc,
Eh bien, on peut avancer, on peut aller sur Mike Conley, si tu veux bien. Mike Conley, 29 minutes par match cette saison, 76 matchs en termes d'efficacité, plus 8% par rapport à la moyenne, donc c'est vraiment, vraiment excellent. Plus 8% d'efficacité relatif à la moyenne NBA, sur tout de même un usage qui est très modeste, de 16%, à peine 16% d'usage. Et c'est vrai que pour te lancer, c'est peut-être une de ses dernières, puisqu'il a tout de même 36 ans, mais tout de même, c'est une de ses dernières peut-être, mais une très bonne saison de la part de Mike Conley. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, justement, l'an dernier, tu m'avais donné Kyle Lowry en cas pratique. Là, Mike Conley, il y a pas mal de similitudes. Donc, à 36 ans, je trouve que il est quand même encore valuable pour son équipe. Tu vois, justement, je cite Kyle Lowry, on avait André Miller aussi qui avait joué très longtemps, mais qui pouvait être ce titulaire en fait qui ne pénalise pas le reste de l'équipe. Et pour moi, Mike Conley, on est vraiment dans ce profil-là. Moi, c'est ce que j'appelle les floor general, donc les générales sur le parquet. C'est le mec qui va t'assurer une bonne distribution, gérer un peu le tempo de l'équipe, voilà, et puis toujours mettre le ballon au bon endroit. Donc, on est là-dessus. Il est tellement indispensable quand même chez les Timberwolves parce que quand tu regardes le poste 1 derrière, on a Jordan McLaughlin et plus que l'ombre de Monte Morris. Donc voilà, c'est vraiment le poste 1 indispensable aux Timberwolves. Et même sans lui, alors je me suis amusé à regarder, donc il a raté que 6 matchs. Minnesota, c'est 3 victoires, 3 défaites. Et dans les 3 wins, il y en a 2 contre les Wizards et les Raptors qui étaient complètement décimés. Et dans les 3 défaites, il y en a 2 qui font plutôt tâche contre les Spurs et les Hornets. Donc voilà, c'est dire que quand il n'est pas sur le terrain, hein, les Timberwolves sont un petit peu dans la panade. Et comme tu l'as dit, cette saison, moi, ce que j'ai trouvé plutôt fort chez lui, c'est sa rentabilité au tir, hein. On est sur 108 de true shooting plus, un taux de réussite à 3 points hallucinant de 44,2. C'est quasiment son meilleur en carrière sur plus de 5 tentatives par match. Donc là, il y a le volume, alors comme tu l'as dit, hein, c'est peut-être pas énorme, mais voilà, je trouve que sur plus de 5 tentatives par match, ça reste très honnête. Et puis moi, il y a une stat aussi qui m'a fait rire, enfin qui me fait plutôt halluciner, c'est on est sur 45,7% de ces pull-ups à 3 points qui sont réussis. Donc moi je trouve ça aussi vraiment excellent. Sur C'est pas mal. 2,7 tentatives par match, ouais c'est pas mal. Enfin c'est vraiment bien pour Mike Conley. Voilà, Mike Conley n'a pas toujours été à plus de 40% à 3 points en carrière. Donc là c'est une saison où il shoot à bon escient, je pense. Voilà, hein, c'est vraiment très bien. Euh, Au niveau de la distribution, donc on est plutôt sur de la pass first, hein, c'est quelqu'un qui a maintenant un taux d'usage, je sais plus, tu m'as dit le taux d'usage. 16% sur Cleaning the Glass, mais alors, pardon, sur Basketball Référence, qui est donc juste l'usage du scoring. Mais Ouais, sur, donc sur Cleaning the Glass, il doit être un peu plus haut du coup. un peu plus haut. Mais tu vois, il était à, je crois, quasiment 27 à la période Memphis. Donc là, c'est vrai qu'il a un peu moins la balle, tout simplement parce que Anthony Edwards phagocyte vachement le jeu des Timberwolves. Et du coup, lui a un peu moins la balle en main. Mais quand il l'a en main, ça reste très propre. Là, par exemple, cette saison, c'est l'année où il perd le moins de ballons. On est, je crois, en 1,3 turnover par match. Donc voilà, c'est quelqu'un qui reste très propre dans le jeu. Au niveau des assists, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il sert souvent les intérieurs. Quand j'ai regardé un petit peu la distribution Ouais. de ses assists, c'est principalement 4, hein. C'est même pas Anthony Edwards, c'est 4 en un. Et puis derrière, on a Edwards forcément, mais derrière, c'est Naz Reid et Gobert. Donc tu vois, les 3 intérieurs, c'est lui qui va les servir les plus souvent. Et je pense notamment à Gobert. Donc il y avait quand même une connexion qui s'était faite à Utah. Et là, on le retrouve, hein, notamment sur pick and roll. C'est l'un des rares à servir dans des bonnes conditions, on va dire, Rudy Gobert. Chose que fait absolument pas Anthony Edwards, par exemple. Donc Ouais. moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a ce côté aussi où il va essayer de responsabiliser vraiment tous les membres du 5 majeur. Euh, bon, par contre, le point négatif, je dirais, en attaque, c'est que le poids des âges faisant, il est moins finisseur. Là, on le voit principalement dans les drives où il est tombé à 7,5 drives par match et seulement 55% de ses drives, 55% de ses drives finissent par une passe. C'est-à-dire qu'il va d'abord faire la passe avant d'aller au cercle, là où à Utah on était à 12 drives par match et qui finissait majoritairement par un shoot. Bon là, je pense que c'est un petit peu le poids de l'âge, hein, qui fait que il a moins d'aptitude à aller finir vers le cercle ou provoquer des fautes, parce que du coup aussi,
il provoque beaucoup moins de fautes qu'auparavant. Forcément, il drive moins, donc il va moins provoquer de fautes. Là, on est seulement à 1,5 lancers tentés par match. C'est vraiment très faible, de loin, Ouais. d'ailleurs, son plus faible en carrière, alors que c'est un joueur qui est à plus de 91% de réussite au lancer. Mais je pense que là, vraiment, on est sur quelqu'un qui va d'abord faire la passe sur drive plutôt que voilà, jouer pour lui et aller vers le cercle. Non, mais comme tu dis, non seulement il fait moins de drive, mais en plus, les drives qu'il fait, c'est des drives, il pénètre et ensuite il ressort, quoi, il fait la passe. Après, c'est un déclin assez normal. Mine de rien, c'est juste le joueur qui vieillit, qui a plus de jus pour aller au panier, etc. Et donc, mais qui, dans le même temps, l'âge avançant aussi, tu deviens un meilleur shooter. Donc, t'as un peu cette transformation assez naturelle de finalement, il fait moins de drive. Et de l'autre côté, il est aussi très bon au shoot. Il a fait une top saison. Faut se souvenir que d'ailleurs, il arrive l'an dernier en cours d'année, hein. Oui, Il arrive en mi-saison, et donc il fait une demi-saison avec Minnesota. Et donc là, c'est sa première vraie saison avec les Wolves. Et c'est vrai que franchement, je vois pas qu'est-ce qu'on aurait pu attendre de mieux que ça en termes de rendement relatif à son âge. C'est-à-dire que ouais, le scoring, comme tu l'as décrit, il devient de plus en plus discret, mine de rien, en termes de volume, en termes d'efficacité aussi, mais comme tu dis dans le jeu, hein, notamment en termes de drive, etc., etc. On est très très loin de son pic à Memphis, où c'était un excellentissime meneur NBA qui commençait à prendre du volume, et même on est loin même de tu sais, la production à Utah, les belles années à Utah. Je pense qu'on est un peu loin de ça. Il reste plus que le shoot, mais je pense que tout de même, il y a un rôle hyper important. Tu as parlé de général de terrain, mais c'est vrai que ce passing, pour moi, est toujours hyper utile. Même si on n'a plus de drive, même si on n'a plus de tranchant en scoring, et même si le volume global est extrêmement faible, au final, au niveau du scoring, ouais, en fait, on a quand même quelqu'un qui, en termes de passing, est hyper intéressant. Pour cet aspect de propreté dans le jeu, évidemment. Pour aussi le fait que c'est un vrai meneur de métier, ce qu'il n'y a pas forcément dans l'effectif, mais aussi, tu vois, il y a plein de. Tu parlais du fait qu'il servait beaucoup les bigs, au final, les intérieurs de Minnesota. Tactiquement, c'est aussi un de ceux qui est le plus à l'aise pour jouer quelques sets que Minnesota aime beaucoup jouer, du genre notamment les pick and roll à deux écrans, les double drag, donc avec à la fois Gobert et Karl Anthony Towns, et donc il y en a un qui roule au panier et l'autre qui ressort à 3 points. Les lectures, elles sont faciles à faire pour Mike Conley. Et puis aussi tout ce qui est les empty action, donc ça se passe sur juste un quart de terrain et un pick and roll sur le quart de terrain avec personne dans le corner, donc, et juste Mike Conley et Rudy Gobert. Et ça, c'est un classique aussi, le pick and roll qui rentre vers l'intérieur en partant depuis l'aile, depuis le côté. Et Mike Conley est aussi excellent team pour jouer ça. Et tu vois, même plus que ça, je trouve que tu as parlé un peu de la connexion avec Gobert vis-à-vis de Utah, mais même en termes de style de passing, c'est exactement ce qu'il faut à Gobert. On a bien vu, on avait vu sur le cycle avec Russell, en dehors de tout ce qui était problème hors terrain peut-être ou autre, quoi. Mais Russell, c'est plutôt un type de passeur qui aime bien faire des pocket passes qui arrivent très bas, alors que finalement Gobert, il a pas trop de mains hyper habiles, donc il aime bien avoir des ballons qui arrivent en haut, et donc ça, c'est typiquement le profil de passeur de Mike Conley. Donc bref, tu vois, tout ce qu'on décrit, c'est en fait un mec qui a perdu un peu le jus au niveau du scoring, ok, mais qui en effet, comme tu dis et comme on l'a décrit, en fait, il est assez utile parce que c'est un vrai pick and roll, un vrai passeur de pick and roll, un peu classique, comme ne l'est peut-être pas encore totalement Anthony Edwards ou autre. Et puis un mec qui fait du bien un peu partout, quoi. ouais, pour moi, il fait même une meilleure saison que sa demi-saison l'an dernier. Alors peut-être justement, Ah il a oui, eu plus clairement, le ouais. temps de s'adapter, mais il a une réelle utilité sur le terrain. Et encore une fois, c'est pas un maillon faible à 36 ans. C'est pas donné à tous les joueurs, ça, hein. Donc non, il t'apporte vraiment les minima et puis l'intelligence de jeu. Je crois qu'il a gagné aussi le trophée de meilleur coéquipier de l'année. Donc tu vois, je pense qu'en plus dans le vestiaire, c'est quelqu'un de bien qui arrive à rassembler, qui peut rassurer parfois peut-être certains un peu plus jeunes, tempérer Edwards qui a un tempérament bouillant justement. Voilà, peut-être c'est un peu le chaud et le froid quoi entre les deux, le yin et le yang. Donc non, c'est plutôt bien ça, cette association. Et puis ça le soulage aussi Edwards dans les montées de balles, dans le fait de porter la balle justement. Voilà, il peut soulager, même s'il y a un peu moins d'usage comme tu l'as dit. Voilà, il peut soulager la star de l'équipe. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ouais, tu vois, et puis il a le scoring baisse, mais en même temps, mais en restant efficace, hein, Oui, oui, bien parce sûr. que, comme on l'a dit, le shoot est là, donc ça booste à peu près l'ensemble, hein, l'efficacité générale, parce qu'il est tellement efficace au shoot, notamment à 3 points. Mais donc le volume au scoring baisse, mais dans le même temps, il se transforme aussi petit à petit. Tu vois, il y a des chiffres un peu similaires à ce que font des meneurs pass first, en fait. Ce qu'il n'a jamais été. Lui, il a plutôt été un profil toujours un peu équilibré scoring passing durant toutes ces années. Et là, sur la fin de carrière, le scoring diminue, mais c'est pas grave. Je vais devenir de plus en plus un distributeur avec des chiffres un peu semblables à des meneurs pass first, tout en d'ailleurs
en faisant pas beaucoup plus de turnover, hein. Tu l'as décrit aussi, donc on a cette propreté qui, bon, qui va aussi avec le fait que c'est pas un mec qui va prendre beaucoup de risques. C'est pas, il a pas une énorme plus-value en termes de passing avec les passes risquées, mais à haute récompense. On peut le traduire un peu comme ça par rapport à l'anglais, mais tu sais, la passe hyper risquée vers le corner opposé, spectaculaire, mais qui va punir des schémas hyper agressifs, etc., etc. Il y a certaines limitations, donc il fait aussi peu de turnover parce qu'il prend pas beaucoup de risques, mais ça fait du bien. C'est un peu j'ai envie de dire, de l'huile dans le rouage collectif de Minnesota. Et en effet, tu vois, les Wolves sont pas non plus une excellente attaque NBA, mais je pense que sans Mike Conley, je suis pas sûr qu'il serait juste au niveau moyen de NBA, il serait peut-être même un peu plus bas, quoi. Donc ça fait du bien parce que t'as un peu un aspect un peu flashy avec Edwards, de la création plus brute, enfin, avec un peu plus de déchets aussi, mais un peu ce côté plus tranchant, plus de détonation. Et puis derrière, tu as aussi Mike Conley qui fait du bien avec, comme tu l'as dit, les remontées de balles, etc., etc. Donc cet aspect offensif finalement assez sobre, mais qui fait encore du bien. D'ailleurs, au passage, je crois qu'à la base, il n'était pas dans le top 100 de l'été dernier, on l'avait rajouté au final, mais tu vois, je m'attendais pas forcément à ce qu'à 36 ans, il y soit cette année, quoi. Et pourtant, mais pourtant, il fait une top saison et il y est. Et juste pour terminer, au niveau de la défense, qu'est-ce que tu penses encore de sa défense actuellement? Alors, pour moi, c'était un mec qui était vraiment, alors peut-être pas All Defensive Team chaque année, mais qui était quand même dans le gratin de la ligue. Là, ça baisse un petit peu, mais c'est même pas un maillon faible encore pour moi de ce côté-là, parce que tu as de la défense intelligente. Il empêche souvent des pénétrations, il navigue bien entre les écrans pour revenir sur le porteur de balle. Donc, je trouve qu'il y a encore de la défense intelligente, même s'il n'y a plus les jambes qu'il avait auparavant, hein, la période grit and grind. Mais non, pour moi, si les Wolves ont la meilleure défense, tu vois, ça veut bien dire aussi quelque chose, c'est que le 5 major dans son entier défend bien, et lui, pour moi, en fait partie. Il a encore largement sa place de ce côté du terrain. Alors c'est là où je suis peut-être un peu plus bas que toi, parce que je dirais, enfin, moi je dirais peut-être que jusqu'à dire où parfois, et notamment en playoff, on a vu que c'était un peu un maillon faible. Mais après, bon, c'était contre Dallas. Et est-ce que le fait de ne pas pouvoir switcher sur Luka Doncic, ça fait de toi un maillon faible en Il- défense? ouais, Peut-être pas. c'est vrai qu'il peut switcher plus difficilement maintenant. Ça dépend du type de profil que tu as en face, hein, mais moi je trouve que sur la saison régulière, il a fait le job. Après, Oui, je suis d'accord. ouais, Je suis d'accord. les... c'est vrai que le duel face aux Mavs était pas forcément à son avantage. Ouais. Non, non, mais c'est juste pour l'évoquer tout de même, vu qu'on parle de la saison. Mais je suis d'accord que globalement, on est quand même sur un mec qui est encore à quoi? On va dire 6 sur 10, 7 sur 10 en défense Voilà, ouais, ouais. assez Un peu facilement. au-dessus de la moyenne, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Il a un peu perdu le côté élite en défense qu'il avait, point d'attaque, défense des petits d'élite, comme il avait à l'époque, comme tu l'as dit à Memphis, Grit and Grind, etc. Aujourd'hui, on a un mec qui a un peu perdu cette mobilité, mais qui est quand même assez bon et qui surtout, on parlait de ça avec KCP, mais il a aussi, lui, les fondamentaux parfaits, quoi. Mike Conley, c'est toujours la bonne main dans la trajectoire de passe, la bonne orientation, le bon timing, etc. Plus la défense collective aussi, où c'est vrai que comme il est petit, il n'aura pas un impact comme d'autres plus grands peuvent avoir pour le genre de mouvement équivalent. Mais voilà, même s'il est petit, il fait quand même les bons mouvements, il se place aux bons endroits, etc. Donc ça j'aime bien aussi, cet aspect de QI basket et QI défensif. Et donc dans le classement, alors le débat c'est KCP contre Mike Conley. Tu as l'air plutôt de trancher, toi, Mike Conley, c'est ça? Moi, j'ai tranché Mike Conley. J'ai hésité, hein, je l'ai dit, je crois au début, j'ai hésité entre les deux. J'ai mis Conley parce que pour moi, il est un peu plus valuable. Vraiment, je pense que les Wolves, sans Conley, comme tu l'as dit, l'attaque aurait pas été à ce niveau, même si c'est au niveau moyen, ça aurait été encore en dessous. Et de fait de son expérience, moi, il y a plein de choses qui m'ont fait le mettre devant. Pour moi, il est un peu trop discret, KCP. Ok, c'est un très bon Swendy. Il t'apporte quand même un peu autre chose, Mike Conley. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi de le placer devant. Et même en termes d'efficacité, hein, il regarde dans les yeux Oui, c'est vrai. KCP cette saison. Hein. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai que KCP est quand même moins bon à 3 points. Non, mais t'as raison d'insister parce qu'en plus, on évalue une performance. Donc, c'est même pas en termes de niveau général. Bah, si le mec est en surchauffe, bah, tant mieux pour lui, quoi. Donc, ça, on le prend en compte, quoi, le côté performance sur la saison. Mais l'argumentaire que j'avais, moi, c'était plutôt sur l'aspect où, tu vois, je pense que KCP est un peu moins à compromis en termes de défense, là où Mike Conley, il peut parfois l'être, un peu. Mais en même temps, je comprends aussi l'aspect de. Mais en même temps, KCP, c'est assez sobre, alors que Mike Conley, il y a quand même un peu de création offensive, et mine de rien, bah, la création offensive, elle a quand même plus de valeur que tout le reste, quoi. Donc, je peux l'entendre, mais ok, je peux te suivre alors. Ça dépend comment tu pondères. Hein. Après, Oui, c'est ça, effectivement, ouais. si tu préfères plutôt le profil défensif, je comprends que tu mettes KCP devant, il n'y a pas de souci.
Non, mais partons là-dessus, ouais, t'as raison, le côté création offensive, encore, mine de rien. Mais tu vois, ce que j'avais aussi dans mon argumentaire, c'était le fait que il y a de la création offensive, pardon, mais le Mhm. volume est pas si grand que ça, quoi, tu vois, la différence de Oui, volume est oui, pas oui, si grand oui. que ça. Ouais. Mais non, mais quand même, je te rejoins d'accord sur cet aspect-là. Tout de même, il y a plus d'attaque et plus de création, donc ça a quand même un plus de valeur. Donc ok, tranchons comme ça. Au pire, ça évoluera si d'autres viennent Oui, me oui, taper oui. dessus par rapport à ce choix-là. Ça peut bouger, c'est le principe de ce classement. Et donc petit quiz pour finir. Nous sommes, voilà, je parlais justement de la connexion Mike Conley et Rudy Gobert. J'ai pris une action, c'est un poster dunk de Rudy Gobert sur quelqu'un, sur une passe de Mike Conley. Donc c'est un poster dunk contre Toronto. Sur le pivot de Toronto, je ne vais pas dire qui. Nous sommes le 25 octobre 2023. Qui est sur le terrain au moment de ce poster dunk de Gobert envoyé sur orbite par Mike Conley? Bon, alors le pivot de Toronto, ça peut être Jacob Putel. Exactement, c'est lui. Ouais. Toujours côté Toronto, est-ce qu'on a Scotty Barnes? Oui, C'est quelle date, tu m'as nous dit? sommes le tout début de saison, 25 octobre. Tout début Ah de oui, saison. donc il n'y a pas eu tous les transferts encore. Gary Trent Jr., Il n'y a pas Gary Trent Jr., non. Siakam. Exactement, Siakam est encore là, Siakam est évidemment. encore là. Donc Barnes, Potel. Il me manque le backcourt. Dennis Schroeder. Schroeder, en effet. Oui, tout à fait. Je pense pas que tu l'aurais, mais Schroeder. effectivement. Ouais, il est parti au Nets à la trade deadline. C'est pour ça que j'essaie de me souvenir le début du roster parce que ça a beaucoup Ouais. changé. Quickley est pas là. Grady Dick, le rookie, non? Quickley n'est pas là, mais pourquoi Quickley n'est pas là? Parce qu'il est encore à New York, donc. Il est à New York, ouais. Ah, bah, il y a R.J. Barrett. Ah, bah non, Non. attends. Contre qui il a été échangé? Quickley. Contre qui il est échangé, Quickley? Ouais, ouais, je réfléchis. Anunoby? Exactement, OG Bah Anunoby est ouais, sur le donc il y a terrain Anunoby. au Ok. moment de ce poster. Et côté Minnesota, un peu plus facile. Ah, donc Conley Gobert, Towns, Towns est sur le terrain, oui, tout à fait. Edwards Edwards, ouais. et McDaniels. Et pas McDaniels. Pas Qui est le cinquième McDaniels. alors? Bah, ça peut pas être Nasrid, il jouerait pas aussi grand. Non. Kyle Anderson? Non, si je te dis cousin connu, Ah, est-ce que bah tu as Nickel. l'anecdote? Ouais, Nickel Alexander Exactement. Walker. Ok. Nickel Alexander Walker, le cousin de SGA. Si vous aussi vous en avez marre de cette anecdote, parce que tout le monde la connaît par cœur maintenant, appuyez sur 1. Mais voilà, qui est sur le terrain au moment de ce poster dunk de Gobert pour Mike Conley. T'as vu, j'ai pris un poster de Gobert parce qu'un dunk De marquant de la Mike saison de Conley? Mike Conley, il n'y en a pas. Hein. Ah, je pense pas. Donc Je j'ai pense pris une pas, action marquante où effectivement. il était au passing, mais bref. Avançons, quatrième joueur du jour, on peut aller sur Domantas Sabonis si tu veux bien. Le petit topo vite fait, 36 minutes par match pour Sabonis, 82 matchs, il a joué les 82 matchs de saison régulière, 110 de true shooting plus, donc plus 10% relatif à la moyenne qu'on fixe à 100 par définition, 110, sur un usage de scoring de basketball référence de 22%, donc pas tellement, pas énorme, on va en parler je pense, mais c'est vrai que pour te lancer, on est vraiment sur toujours le moteur de l'attaque de Sacramento, même si collectivement, ça a été peut-être un peu moins étincelant et un peu plus décevant pour Sacramento. Eh ben, exactement, tu vois, c'est exactement ce que j'ai noté, parce que pour moi, c'est un joueur qui divise. Sur le plan statistique, c'est une machine, c'est dingue. Par contre, son impact n'est pas forcément évident en termes de victoire collective. Donc, côté plus, hein, je vais d'abord parler du côté positif. Meilleur rebondeur de la ligue avec 13,7 prises. Leader en nombre de triple-double, 26. Leader en nombre de double-double, 77 sur 82 matchs joués. C'est énorme, hein, quand je disais que c'est une machine, voilà, ça se reflète bien dans les chiffres. Et puis, il a même battu le record du nombre de double-double consécutifs avec 61 cette saison. Un record qui date de la fusion NBA-NBA quand même. Donc, c'est vraiment un monstre statistique. Et j'ai encore pas parlé de ses passes parce que là, il faut aussi ajouter 8,2 passes décisives. Il y a que Jokic et Chamberlain, hein, qui font mieux chez les intérieurs. Et à bien des égards, je pense que les Kings ont voulu peut-être copier un peu le jeu des Nuggets bâti sur Jokic, avec un point center comme ça. Sauf que à la différence, hein, des Nuggets, le casting n'est pas du tout le même autour. On a Fox qui a notamment besoin d'un peu plus de ligne de drive. Et puis forcément, Sabonis n'a pas la même faculté pour scorer que Jokic. Ouais. Donc bon, la comparaison s'arrête là, mais en tout cas, je pense qu'il faut bien avoir ça en tête. C'est un pivot qui va générer du jeu pour les autres. Euh,
Là où il est le meilleur, je pense, Sabonis, c'est dans ses pauses d'écran. C'est celui qui génère le plus de screen assists par match, avec 6. C'est assez énorme, hein. Il y a beaucoup d'avance sur le second. Et quand je parlais de plaque tournante du passing, c'est-à-dire qu'il va faire beaucoup de main à main, hein, de jeu sur main à main, de dribble and off, d'où ses screen assists, c'est-à-dire qu'il va pouvoir poser Ouais. un gros écran et en même temps faire un main à main pour voilà, générer une assist et générer un shoot d'un autre joueur des Kings. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, l'action typique, hein, des Kings qui caractérise un petit peu son jeu. Il n'y a pas que ça du tout en passe, hein. Il y a aussi des passes quand on regarde sa répartition. Ça va principalement sur les shooters. En premier, Keegan Murray. Et puis après, on a du Barnes et du Hurter. C'est même pas Fox, hein, ici. Donc vraiment, c'est un jeu de passe très bien réparti qu'on retrouve chez Sabonis. La plaque tournante de l'attaque. Quand il est sur le terrain, les Kings vont faire 29 assists sur 100 possessions et quand il n'est pas sur le terrain, ça tombe à 24,7. Donc on voit bien que sans son big man, les Kings n'ont pas forcément ce même jeu de passe. Mais voilà, après. Le côté un petit peu plus négatif, c'est que ça va pas forcément se traduire en victoire, parce que aussi dans le côté offense de Sabonis, on n'a pas ce côté spacing. C'est un joueur qui est vraiment les pieds ancrés dans la raquette. Il y a très peu de shoot en dehors, hein. Je crois que j'avais noté donc dans la restricted area, c'est 70% de ses shoots qui sont pris dans cette zone. Donc c'est vraiment Ouais. Ouais. un finisseur ultime. Il est très bon pour finir, hein. Voilà, il a une très bonne réussite. On est à 70%, 69,7% de réussite dans la restricted area. Euh, mais parce que voilà, il peut pas s'écarter beaucoup plus là où un Jokic peut scorer un petit peu plus à foison dans d'autres zones du terrain. Lui, c'est pas forcément ça. Mais quand par contre je dis c'est un bon finisseur, il a tout ce jeu de feinte, hein. Tu sais, quand il va prendre un rebond off par exemple, il va avoir des feintes, il a le bon aussi footwork pour finir près du cercle. Donc voilà, c'est un bon finisseur, mais dans une partie du terrain vraiment très resserrée. Bah, c'est vrai que le premier truc, c'est qu'en effet, on a affaire à un mec qui, tu vois, qui fait des chiffres, là encore, très similaires à un meneur pass first, assez, assez bizarrement, alors qu'on penserait pas forcément à lui comme ça. Mais donc, le fameux ratio de playmaking, à quel point tu fais des passes relatifs à ton nombre de ballons, assist percentage divisé par l'usage percentage, pour le point technique, il est à 1,37. Donc, c'est un ratio, il n'y a pas d'unité, mais c'est un ratio qui est équivalent à, comme dire, des meneurs pass first, en fait. Ce que peut parfois faire un Chris Paul, des Ricky Rubio à l'époque, des Rajon Rondo, etc. Et on a vraiment ce style de jeu qui est orienté très passing. Et d'ailleurs, au passage, quand on fait un petit filtrage NBA, je me suis amusé. Minimum 20% d'usage, donc un certain volume de responsabilité. Minimum 1000 minutes, évidemment, pour enlever les temps de jeu anecdotiques. Un certain niveau d'efficacité. Donc, moi, j'ai pris 1,20 points par tir, mais voilà, un certain niveau d'efficacité. Et au minimum 1,2 de ratio de playmaking, dans ce fameux ratio de passes faites selon ton nombre de ballons. Bref, qui est-ce qu'on a qui est à la fois très efficace et qui distribue beaucoup le jeu relatif au nombre de ballons qui passent entre ses mains? On a Jokic, James Harden, Haliburton et Sabonis. Voilà, ça fait quand même ça fait une belle petite liste. Et donc, lui est un peu là-dedans. Et c'est clairement un moteur, le moteur d'attaque de ces Kings, même s'il y a aussi De'Aaron Fox, mais qui est dans un style assez différent. Mais je pense que c'est aussi là qu'on voit toute, comment dire, tout le truc avec Sabonis, c'est-à-dire que à la fois c'est le moteur de l'équipe en termes de passing qui distribue, mais de l'autre côté c'est pas lui non plus qui fait totalement la décision. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est par rapport au fait que les Kings se sont un peu écroulés en attaque. Pourquoi? Parce qu'ils étaient premiers l'an dernier, ils sont passés à peine dans la moyenne, hein, à peine 14e cette année, de premier à 14e, alors que dans le même temps évidemment la défense reste cata. Mais tu vois, c'est là aussi où on lit le Sabonis, c'est-à-dire c'est un mec qui peut distribuer le jeu, mais qui n'a pas un scoring ou qui n'a pas une attaque assez implacable. C'est pas lui qui va scorer un peu à volonté et malgré ce que peut faire la défense en face. Et donc, en l'occurrence, qu'est-ce qu'ont fait les défenses cette année? Tout ce jeu de main à main que tu as décrit, il était déjà là l'an dernier, mais sauf que notamment, cette année, les équipes adverses ont fait des pré-rotations très, très tôt dans les possessions. En fait, elles ont bloqué l'accès au panier. Donc tout ce qui était un peu le jeu de cut de Sacramento, de ah tiens c'est surprenant, ah tiens il y a du mouvement, on est surpris, et tiens il y a un layup ouvert au niveau du panier parce que Sabonis en tour de contrôle il va faire une passe vers le mec qui coupe au panier. Cette année il y avait plus trop. Il y a beaucoup moins cette année ce genre de panier facile au niveau de l'arceau, ça a été complètement bloqué par les défenses adverses. Donc c'est là-dessus où tu vois, il y a un peu le yin et le yang. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a cet aspect où tu prends les stats un peu individuelles de Sabonis, il fera toujours ses stats, il y a toujours cette distribution de jeu. De l'autre côté, quand l'équipe
adverse, quand la défense adverse verrouille un peu plus, bah, il a pas ce côté création que, comme tu disais, a un Jokic qui peut tout de même faire sauter le verrou. Et c'est peut-être un peu juste le truc qui manque pour moi à Sabonis, c'est que la plaque tournante, ok, mais pourquoi est-ce que Jokic est une plaque tournante de niveau MVP ou All-NBA? Bah, c'est parce que quand la plaque tournante peut pas marcher, parce que ça bloque autour et que la défense bloque autour, bah, il reste quand même son propre scoring, Jokic, et c'est ce qu'on n'a pas trop avec Sabonis, quoi. Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est quand je disais que voilà, il n'avait pas les mêmes velléités offensives, qu'il ne pouvait pas scorer dans d'autres coins du parquet, c'est un petit peu ça, hein. Jokic, il peut faire un pas de côté et puis mettre un step back. Lui n'a pas ça dans son arsenal. Donc forcément, ils ont été mieux défendus. Après, c'est souvent ça, hein, les équipes qui font une surprise. C'était un peu le Ouais. Cendrillon l'an dernier. Ils sont qualifiés en playoff contre toutes les attentes. Là, souvent, tu es un petit peu plus attendu au tournant et puis les équipes s'adaptent. Donc là, ils sont beaucoup plus adaptés aussi au jeu des Kings, hein, les adversaires. Ouais. Donc collectivement, voilà, les résultats n'ont pas été là, c'est un petit peu dommage, mais il reste une plaque tournante. Donc comme je l'ai dit, c'est une machine à stats, mais qui se retranscrit pas au niveau victoire collective. Un petit peu dommage. Ah, tu vois, quelques chiffres aussi qu'on peut évoquer, mais que, bon, il est hyper efficace, mais parce que justement, il force pas trop son scoring, en fait. C'est un peu ça qui est dommage, parce que, bah, comme dit, un Jokic, il peut forcer le scoring et être efficace. Sabonis, il va pas trop forcer, donc il est très efficace, mais en même temps, pas un gros volume. D'ailleurs, autre argument que je voulais énumérer, d'ailleurs, le volume, à peine à 22% d'usage, ce qui est pas top, quoi. Tu vois, on a plein d'autres joueurs qui vont aller gratter les 25%, 30% d'usage, la barre un peu symbolique des stars, 35%, etc., etc. Lui, il a pas trop ça. On est sur un volume de scoring qui est très, très, très modeste, hein, vraiment pas énorme comparé à son statut et qu'est-ce qu'il peut représenter pour son équipe. Et même des chiffres un peu plus précis de création, ben, on n'est même pas à une isolation par match en moyenne, même pas une. On est à 0,5 ou 0,6, je sais plus exactement. 0,6, voilà, j'ai retrouvé. 0,6, donc c'est très très peu. Et même en termes de post-up, on est à 2,5 par match, 2,6. Bon, on ne sait pas trop ce à quoi ça correspond, mais c'est le 17e total de NBA. Donc c'est derrière des mecs comme alors Jokic, Embiid évidemment, mais même tu vois des Siakam, des Sengun ou Bobby Portis aussi est par là. Mais voilà, c'est quand même pas un énorme total de création pure. Tu vois, je cite le 1 contre 1 de l'isolation et le post-up exprès parce que c'est les domaines de création. Et on le retrouve pas trop là-dedans. On le retrouve pas trop là-dedans en efficacité, mais même pas en volume, quoi. Il tente même pas de créer du jeu. Et donc c'est aussi pour ça qu'on peut avoir ce genre de phénomène où bah, c'est la plaque tournante de l'équipe, mais en même temps, bah, quand les défenses, comme tu dis, s'adaptent, parce qu'au bout d'un moment, on a compris comment ça fonctionnait, donc on s'adapte l'année numéro 2, bah, il peut pas forcer la décision et il peut pas passer outre ces schémas. Donc c'est peut-être un peu ce qui manque. Après, tu vois, par rapport au shoot que tu as évoqué, c'est vrai que ça peut être un problème, mais en même temps, bon, bah, quand il a le ballon lui-même dans le périmètre, ça crée une sorte de spacing, quoi, tu vois, quand il est pas off-ball. Mais je te rejoins que peut-être que quand c'est Fox qui a la balle, on retombe sur, bah oui, Sabonis quand il n'a pas la balle et qu'il doit être proche du panier, ou voilà, il n'y a pas de shoot, ça peut manquer à ce niveau-là, quoi. Et puis après, il y a la défense aussi, on n'a même pas parlé, mais c'est vrai qu'il perd des points là-dessus. Bah forcément, ouais, forcément il perd des points là-dessus. Alors c'est vrai que c'était une surprise. Il a quand même obtenu, je crois, une voix hein, dans les All Defensive Team. Alors honnêtement, à part parce qu'il a plus de 10 rebonds défensifs par match, je vois pas pourquoi. C'est toujours quelqu'un qui a été pour moi un petit peu en dessous de la moyenne parce que si tu le mets sur des postes 4, il va manquer de mobilité, il va être mis à défaut. Sur les postes 5, parfois, il est mis aussi en difficulté sur du post-up, hein. Il n'a pas forcément le coffre pour stopper les pivots, qui en plus, si tu es face à des pivots fuyants, alors là, j'en parle même pas. Donc, il est vraiment, globalement, il paye son manque de mobilité en défense. C'est indéniable, quoi. Alors, il y a quelques efforts quand même. Parce que la saison dernière, donc les joueurs qui étaient défendus par Sabonis tiraient 2,7% de mieux que la moyenne des pivots, hein, donc il était 2,7% en dessous. Et cette année, c'est que 2%. Et puis surtout, il faisait beaucoup de fautes l'an dernier, alors que là, il a enregistré son plus faible taux, son plus faible taux de faute hein, personnel de toute sa carrière. Donc, il a peut-être essayé de faire des efforts, mais pour moi, ça reste encore largement, largement en dessous de la moyenne. En fait, pour moi, c'est juste un rempart physique. Un corps hein, que tu peux opposer face à des drives, mais il est rarement dans le bon timing pour contrer. Sur les aides à l'opposé aussi, c'est compliqué. Donc, même je l'ai vu sur des défenses parfois en drop qu'utilisent beaucoup les Nuggets avec Jokic, hein, quand Jokic est posé en drop. Même là, je l'ai vu se faire lober par des joueurs qui coupaient ligne de fond, qui coupaient backdoor. Donc, c'est pas un bon défenseur. Je note juste qu'il fait quelques efforts, mais que ça reste vraiment encore largement en dessous de la moyenne. Il y a quand même un truc qui fait bien, et très bien, c'est le rebond.
Et c'est pas si, comment dire, c'est pas si anodin que ça. Et tu vois, notamment les Kings, d'ailleurs, sont première défense de NBA du rebond. C'est ceux qui autorisent le moins de rebonds offensifs de toute la NBA. Ça part aussi de lui, hein, je pense, parce qu'il y a ce côté, les box-out, prendre de la place et même le timing, prendre des rebonds, les instincts, etc., etc. Donc, lui est un moteur énorme de ça. Bon, ça a d'autres conséquences parce que ils partent un peu moins rapidement en transition pour protéger le rebond, mais à la limite passons. Donc il y a une vraie force et qui est pas du tout à sous-estimer. Tu vois, je pense aussi à Valanciunas aussi qui a un profil largement imparfait mais qui apporte ce rebond et donc ça peut aussi faire du bien dans une NBA qui tourne aussi de plus en plus vers le fameux jeu des possessions, tu sais, où on va chercher des cartouches à droite à gauche, donc le rebond ça peut être aussi un domaine. Mais c'est vrai qu'à part ça, bon, même pas trop besoin de développer. Enfin, tu l'as déjà fait, mais le défense on ball, bah non. La défense de pick and roll, non. D'ailleurs, on utilise des schémas en edge, on le fait exprès, monter haut sur les écrans, faire des prises à deux parce que c'est pour le cacher en fait, hein. On lui demande de faire des prises à deux, comme ça, le ballon va ailleurs et donc c'est au reste de la défense à tenir le coup, quoi. C'est un peu ça l'idée. Plus le fait aussi que, tu vois, tu parlais de, c'est un corps. Enfin, il a pas de mobilité, mais c'est pas non plus comme si c'était un géant, quoi. Tu vois, il y a certains géants, ils sont peu mobiles, mais ils sont un peu dominants au panier. Lui, c'est vrai qu'on n'a pas trop ça, quoi. On n'a pas ce côté, je bouge pas trop dans le périmètre, mais je suis une vraie encre défensive hyper solide, hyper grande, hyper longue autour du panier, et donc bon protecteur de panier. On n'a pas trop ça non plus, quoi. Donc, au final, tu vois, bon, on est qu'au début du classement, donc on a personne à le comparer, mais je pense que plus tard dans le top 100, on va évoquer pas mal de noms de créateurs offensifs qui, sans doute, en attaque, seront peut-être un peu moins bons que lui, mais le compromis défensif sera beaucoup moins important. Donc, c'est pas impossible pour moi qu'ils finissent derrière, je veux pas dire de nom précis pour l'instant, mais certains mecs qui, en attaque, ont peut-être moins d'importance, mais qui te coûtent aussi moins de points en défense, et donc au global sont peut-être un peu plus rentables, quoi. Je pense, hein. Dans l'idée, c'est un peu comme ça que je perçois la valeur de Sabonis qui est un peu polarisant, quoi. Ouais, c'est complètement polarisant même, hein. Ouais, ouais, c'était les propos du début. Si tu regardes les statistiques brutes et même ce qu'il apporte dans les Kings, hein, c'est vraiment son rôle chez les Kings, c'est un rôle hyper important, encore une fois, mais voilà, il y a deux côtés, hein, du parquet et malheureusement en défense, il te coûte des points, donc tu es obligé de t'adapter aussi en défense, d'avoir des schémas, comme tu l'as dit, des défenses en edge parfois, et bon, Ouais. c'est un joueur avec lequel tu es obligé de faire des compromis défensivement. Même si c'est une machine à rebond, hein, c'est vraiment, moi le nombre de double-double, ça reste quand même très impressionnant quand même, hein, donc non, c'est un très bon joueur. Après, comme tu l'as dit, dans le classement pour le moment, il n'y a pas beaucoup de monde. Ça aurait été bien d'en avoir un peu plus justement pour le juger. C'est un mec aussi qui n'a pas été All-Star cette saison. Alors, Oui, en effet, on ouais. accorde l'importance qu'on veut au All-Star, hein, mais il aurait vraiment été implacable en attaque, etc. Il aurait eu son étoile. Là, voilà, il y a peut-être des joueurs aussi qui, devant lui, sont peut-être plus forts, des deux côtés. De grandes forces, de grandes faiblesses aussi. Parce que voilà, c'est pas tous les jours qu'on voit un mec qui est à 20 points par match, comme tu dis, 14 rebonds et plus de 8 assists par match, Et hein. 8 à On le voit 6, pas ouais, tous les ouais, ouais. jours. Non, non. C'est le profil de Sabonis, quoi. Tu perds des points en défense, tu perds des points à la création. Et en même temps, si tu l'enlèves, t'as plus du tout la même identité offensive des Kings, en fait. Et donc t'as plus du tout la même équipe, t'as plus du tout une équipe compétente, je pense. Donc voilà, c'est ce côté joueur à compromis. Je pense que c'est un des plus gros joueurs à compromis qu'on ait en NBA. Mais ok, alors pour le classement, où est-ce qu'on le. D'ailleurs, question intéressante, on le met où on le met au-dessus de Franz Wagner ou en dessous alors? Moi, je l'ai mis au-dessus quand même. On est d'accord, hein. Ouais, Ouais, je l'ai mis pas au-dessus. trop de Ouais, ouais, débat. ouais. J'ai même pas posé la question, mais ça me paraissait un peu Oui, évident. oui. Les deux Ok, donc oui, premiers, il n'y a pas eu photo chez moi. oui d'accord. Donc Domantas Sabonis, hop, au-dessus de Franz Wagner pour l'instant ce top 4. Ok, et donc on peut passer au quiz rapidement. Petit trivia, nous sommes le 8 mars 2024. Et c'est un game winner contre les Spurs. Est-ce que tu te souviens de ça? Une action où ce n'est pas un game winner, genre un pull-up ou un post-up. Il fait une interception. Il reste quelques secondes à jouer. Il fait une interception dans son propre camp et il va scorer, mettre un panier avec le panier de la gagne contre les Spurs. Est-ce que tu es capable de me citer qui est sur le terrain au moment de cette action marquante de la saison? Alors, chez les Kings, Fox. Non, Fox n'est pas sur le terrain. Alors, c'est Monk, Exactement, Malik Monk est par là. Malik Monk. À côté de Sabonis, on a peut-être Keegan Murray, du classique. Oui, tout à fait. Keegan Murray, Harrison Barnes. Oui. Et puis, il m'en manque un là, non? Hurter? Hurter non. Non, pas Herter. Un mec. Attends, tu m'as dit en fin de saison? On est le 8 C'était mars, ouais, tout à fait. 8 mars. Comment il s'appelle l'autre là Keon Ellis, Exactement, tout à fait. J'allais te dire celui qui fait du vent. Keon Ellis, celui qui fait du vent. Ouais. Ok pour Sacramento. Et du coup, côté Spurs, qui est sur le terrain?
Wemby Et non, Wembanyama n'est pas sur ce match-là. n'est pas sur ce match-là. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Trey Jones, le meneur. Trey Jones n'est pas sur le terrain, justement. Et s'il avait été sur le terrain, il n'aurait Devin pas fait cette Vassell, erreur. alors? Devin Vassell est sur le terrain, oui, tout à fait. Keldon Johnson? Keldon Johnson sur le terrain, tout à fait. Là, j'en ai deux. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Comment ça Si je te dis Lewandowski. Lewandowski? Ouais. C'est polonais, donc c'est Sohan. Exactement, Jérémy Soran. Ok. Comment ça? Je sais plus son prénom, mais Champagny. Alors, comme il y en a deux, je sais plus Oui. lequel c'est. Les Spurs, ils ont le bon. Les Spurs, ils ont le Oui, frère bah, qui a été il, drafté. Ils n'ont pas l'undrafted. Mais non, il est pas là. il est pas Non, il là. est pas là. Il nous reste un intérieur qui était backup de Wembanyama, mais il a même commencé à côté de Wembanyama la Ah saison. bah oui, l'ancien de Portland. Exactement. Collins, Zach Collins. Zach Collins, tout à fait. Et donc le dernier, celui qui, donc c'est pas Trey Jones, c'est un mec qui jouait meneur sur la possession, qui fait l'erreur fatale, hein, parce que c'est un game winner derrière qui leur coûte le Ouais. match. Qu'est-ce que t'avais? T'avais les Black Wesley, là, les deux jeunes, et Malaki Branham. Exactement, Un Malaki des deux. Branham, tout à fait. Malaki Branham. Je suis content que tu le trouves parce que je savais pas comment te le faire deviner, hein, Malaki Branham, si tu Si, l'avais pas si, eu. non, mais les Spurs, je les ai assez bien en tête, mais voilà, Malaki Branham jouait meneur un petit peu peut-être sur la fin de saison. Oui. Ouais. Et là, il fait un peu une erreur, la passe nonchalante, tu sais, en fin de match que peut-être Trey Jones n'aurait pas fait ou Chris Paul ne fera pas l'an prochain. Oui, voilà, c'est ça aussi. Mais c'est une autre histoire. Ok, eh bien finissons avec notre cinquième et dernier joueur du jour. On peut aller sur Kawhi Leonard pour finir cette émission. Donc Kawhi Leonard, petit topo, 34 minutes par match cette saison, 68 matchs cette saison aussi, un énorme total pour ses standards récents, on va dire. 108 de true shooting plus, donc plus 8% d'efficacité relative à la moyenne, c'est énorme, sur un volume de quasiment 27% d'usage de basketball référence. Et pour te lancer, c'est vrai que on a la déception des playoffs comme d'habitude, enfin des blessures, de la blessure en playoffs comme d'habitude, mais on est quand même sur un joueur qui, en termes de quantité sur le terrain, on est encore au pic de sa forme en fait. Ouais, complètement. 68 matchs joués, hein, tu viens de le dire, mais mine de rien, c'est son plus haut total depuis 2017 chez les Spurs. Ouais, Alors peut-être que la règle fixée par la NBA pour faire la chasse au load management, c'est pas étranger à ça, hein, ce total. Mais voilà, au moins c'est une saison quasi complète hein, pour Kawhi. Et puis moi, ce que j'aimais pas là, c'était le titre avec les Raptors. On a l'impression que ça avait érigé le load management comme un modèle. Sauf qu'on a bien vu après dans sa période Clippers qu'il faut quand même jouer un minimum avec le reste de l'équipe pour arriver au point en playoff. Donc là, au moins cette saison régulière, il a fait des matchs. Malheureusement, bon, il a encore été blessé en playoff. Donc pas de bol. C'est un peu l'histoire de ces Clippers, hein, mais voilà. ouais, Moi, j'ai trouvé que c'était un exercice très complet. Au niveau du shoot-making, un shoot-making, mais alors vraiment d'élite. On n'est pas ouais. loin du 50-40-90. Je crois qu'il manque que quelques virgules, hein, mais on est vraiment pas loin de ça. À 3 points, encore une fois excellent, avec plus de 40%. On est à 41,7%. En pull-up, 45,4% de réussite sur 8 tirs par match, c'est énorme. Et même en catch and shoot, on est à 42,7. Donc quand je dis du shoot making d'élite, c'est que dans toutes ces catégories, c'est largement au-dessus de sa moyenne. Et puis on a le Kawhi, on a retrouvé un peu le Kawhi aussi qui n'a pas besoin qui a besoin de personne hein, pour scorer, même si James Harden était dans l'équipe. 50% de ses points sont non assistés, donc voilà, il est capable de se créer son propre tir. Encore une fois, avec son footwork, sa technique, sa puissance hein, de buste, où parfois il arrive à créer un décalage comme ceci. Hein, donc, on a retrouvé le Kawhi vraiment très très fort en attaque. Mais juste pour dire aussi, pour aller dans ton sens, je sais pas si tu l'avais cette stat aussi, mais il est premier de NBA en termes d'efficacité sur isolation. C'est le joueur le plus productif sur isolation. Sur Donc isolation. voilà, ça allait dans ton sens aussi sur le côté capable de se créer son tir, oui, on peut le dire. C'est ça. Bah, tu vois, là, j'allais dire 3,7 isolations par match, 1,20 points C'est par ça, ouais. possession sur ISO, c'est ça. Hein. Ouais, c'est Donc, ça. meilleur rendement. Ouais, non, mais c'est pour ça. Quand je dis que c'est du shooting d'élite et qu'il peut créer son propre tir, l'isolation illustre parfaitement ça. Même sur drive, tu vois, il est à 11,3 drives par match. C'est le plus haut total chez les Clippers.
Et il termine par un shoot dans 67% de ses drives, avec une réussite à 57,8%, hein, que ce soit près du cercle ou pour des shoots un petit peu dans le périmètre. Voilà, Ouais. là encore une fois sur drive, c'est percutant et c'est efficace. Tu parlais de drive, 7e meilleure efficacité de toute la NBA sur les gros drivers, à plus de 10 par match, donc 7e meilleur de NBA. Effectivement, c'est pas mal non plus. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais tous ces chiffres, vraiment, côté offensif, sont assez énormes. Le seul petit point négatif peut-être, c'est qu'il y a moins de lancers que par le passé. Oui. Là, cette année, c'est tombé à 4,2 lancés par match, c'est pas énorme. Là où il était à 7,2 chez les Spurs, tu vois, on a perdu 3 lancers par match Mhm. quand même chez les Spurs. Peut-être que c'est là aussi son passif avec les blessures qui fait que voilà, il ose peut-être moins aller vers le cercle ou présenter son corps à la science, hein, donc où il pouvait être coupé en plein drive. Donc voilà, ça il le fait un petit peu moins, c'est dommage. Euh, Cela dit, ça va être intéressant qu'il présente son corps à la science, à la fois pour les blessures, mais à la fois pour le côté robot aussi, parce que c'est pour le côté robot. Ouais, non, mais c'est c'est quand même un c'est robot sûr, à la base, hein. c'est sûr. Au niveau donc là c'était plutôt sur le côté shoot making. Toujours en attaque, donc il a encore des responsabilités à la création, même si l'arrivée d'Arden, je pense, a dilué un petit peu ça. Ouais. On est tombé à 17% d'assist percentage, alors qu'avant l'arrivée d'Arden, vraiment, à ses premières années Clippers, on était à 26%. Donc voilà, je pense que c'est vraiment dû à l'arrivée d'Arden parce qu'on a toujours quand même aussi un passing de qualité et son taux d'usage est passé de 33 à 26%. Donc pour moi, c'est vraiment l'arrivée d'Arden qui a changé un petit peu ça, mais ça reste aussi voilà, un très bon passeur capable de créer pour les autres. Non, c'est un profil vraiment très très complet pour moi, pour une fois sur une saison quasi complète. Donc c'est du Oui. très lourd, l'ami Kawhi. Non, non, mais effectivement, tu fais très bien de le préciser, puisque c'est exactement ça. L'assist percentage, en fait, c'est pas une stat sur la qualité ou le nombre de passes, c'est juste la part du gâteau. Quand tu es sur le terrain, à quel point est-ce qu'une assist vient de toi quand elle survient sur le terrain. Bah, forcément, quand tu rajoutes James Harden à côté, bah, ta part du gâteau, elle rétrécit. Mais c'est intéressant parce que ça ne dit rien de la qualité de son passing, qui est, à mon sens, depuis son arrivée aux Clippers, c'est quand même à passer un palier assez nettement. Et en effet, en termes de volume, bah, il est moins grand parce que tu rajoutes James Harden qui est un vrai porteur de balle dominant en termes de volume en tout cas. Bah ouais, lui il a moins de ballons, mais tu vois, j'ai trouvé on retrouvait un peu les mêmes, les bonnes lectures sur pick and roll, les drive and kick et de bonne qualité aussi, qu'on n'avait pas forcément à Toronto, qu'on n'avait pas aux Spurs et que là sont aux Clippers. Donc ce passing se maintient. Mais je te rejoins à 100% et tu as bien fait de commencer par ça. Je pense que le mot maître de Kawhi Leonard, c'est le shot making en fait. Et vraiment cet aspect de shooting pur, qui d'ailleurs, tu as cité plein de chiffres en termes de réussite à 3 points, etc. Mais c'est marrant de se rappeler que à l'époque de la draft, quand il fait drafter, c'est l'obstacle numéro un. Et le plus gros doute, c'est est-ce qu'il aura un bon jump shot, quoi. Et heureusement, le fameux Chip England, le gourou du shoot, est passé par là à San Antonio. Sachez que maintenant il est à OKC. Si vous êtes fan du Thunder, bah, soyez contents. D'ailleurs, on a déjà vu un peu les premiers résultats à OKC. Mais non, non, on a un aspect de shot making pur, de shooting pur, qui est devenu extraordinaire, quoi, avec lui. Et c'est vraiment cet aspect de, en plus, comme on dit, hein, comme on répète, enfin moi je le répète sur Basket Lab, mais avec l'âge, vu que le shoot c'est une question de mémoire gestuelle, bah, avec l'âge avançant, en général les gens deviennent de mieux en mieux et de plus en plus des bons shooters en fait. Donc on a cet aspect-là, je pense, chez lui où bah, c'était pas forcément un shooter de base, mais il a tellement amélioré cet aspect-là qu'aujourd'hui, à son âge, il a quoi, 33, 34, un truc comme ça. Ce shot making, il a atteint un niveau impressionnant. Et d'ailleurs, tu l'as dit aussi, mais c'est ce qui permet paradoxalement de le maintenir à une haute efficacité parce que on voit peut-être des premiers signes de déclin. Tu vois, en termes de lancers francs, tu parlais du chiffre brut, du nombre de lancers francs. Si on prend le taux de lancers francs cette fois-ci, le taux relatif à la moyenne notamment, ben en fait, il est pile au niveau moyen de NBA en termes de taux de lancers francs provoqués. Et c'est la première fois depuis 10 ans en fait qu'il est à ce niveau-là, qu'il est aussi bas, je veux dire, relatif à la moyenne. Alors que bah, depuis 2014, hein, depuis à l'époque où il était justement un simple role-player défensif, donc bah, en tant que role-player défensif, il avait très peu de chances d'attaquer le contact et d'aller chercher des lancers francs. Et donc voilà, ça fait quand même 10 ans qu'on n'avait pas eu un chiffre de lancers francs aussi bas. Je pense que c'est peut-être un début de déclin ou comme tu dis, peut-être un côté blessure, mais je pense un peu des deux. Il a moins de jus, et en plus, il est devenu tellement bon jump shooter que il préfère prendre ses tirs. Mais ce que je veux dire, pourquoi ce que je développe par là, c'est que en fait, ce début de déclin qui pourrait s'amorcer, en fait, on le voit même pas.
parce que le jump shot est fabuleux, parce que en plus ses résultats sur isolation, on l'a dit, mais c'est le premier de NBA en termes d'efficacité. Le passing, toujours aussi bon, le pourcentage de paniers assistés, d'ailleurs tu l'as évoqué aussi, mais il est un peu plus haut que d'habitude parce que James Harden est arrivé, donc ça fait aussi des tirs un peu plus faciles en plus. Enfin bref, on a vraiment, c'est malheureux à dire, mais si on met de côté un peu les blessures, je pense qu'on n'est pas loin d'une des meilleures versions de Kawhi en carrière, quoi. En tout cas, en termes offensifs, peut-être pas défensifs, mais en termes offensifs, on a un mec qui a développé le passing, qui est encore assez bon, qui n'a pas encore décliné, donc pas totalement, qui est encore largement assez bon, et qui en plus est au paroxysme de son shot making, de son shooting pur. Donc, que dire de plus à part, punaise, ça embête quoi, qu'il soit pas là en playoff, quoi. Ouais, c'est ça. Depuis son arrivée aux Clippers, c'est un peu l'histoire de Kawhi, hein. C'est vraiment les blessures sont son principal frein parce qu'autrement, quand il est à 100% physiquement, ça reste un monstre, hein. Ça reste un monstre. Le déclin, alors, moi je le vois surtout en défense. Je sais pas si tu veux Oui, vas-y, vas-y. on passe à la défense. Moi j'ai l'impression que parfois il choisit un peu ses matchs, Ouais. un peu à la manière d'un LeBron, tu vois, quand il commençait à décliner, voilà, il avait pas forcément le même jus en défense, ou du moins il choisissait ses matchs. Moi j'ai parfois l'impression que Kawhi est un peu éteint parfois en première mi-temps, et puis tout d'un coup il va se réveiller, il va avoir un passage où il va se mettre à intercepter, à faire des stops, à mettre des shoots. Enfin, c'est moins linéaire, je dirais, que par le passé. Ça reste un joueur, un excellent défenseur, là il n'y a pas de souci, mais c'est moins linéaire qu'auparavant où on se souvient, hein, sa période Spurs ou Raptors, il pouvait vraiment ralentir des LeBron, des Giannis, tout type de profil. Là, on a un petit peu plus de mal. Notamment les déplacements latéraux qui sont peut-être un petit peu plus durs. Là, encore Ouais. une fois, je pense que c'est vraiment dû à son passif de blessure, hein. Mais là où auparavant c'était un top 5 du Deepoy chaque saison, c'était même sa carte de visite, hein. Là, désormais, c'est un très bon joueur, mais qui est peut-être plus vraiment dans l'élite, pour moi, je pense, hein. Disons qu'il y a un côté aussi, non seulement il est un peu moins bon, mais en plus un peu moins impliqué. Mais bon, ça peut se comprendre aussi, parce qu'on ne peut pas attendre le même niveau d'intensité et de domination défensive qu'il y a 10 ans, où justement c'était un role-player défensif. Il n'est pas plus que ça, quoi. Donc non seulement il y a l'âge, mais en plus il y a une prise de responsabilité offensive qui fait que tu peux plus autant te donner en défense, sans doute. Mais je te rejoins tout de même sur cet aspect. Et moi, c'est ce que j'aime bien avec lui, c'est que, bon, il vieillit. Je pense que l'activité off-ball, vraiment la défense off-ball de le prédateur qu'on pouvait avoir à une époque, tu sais, même quand il était dans le corner, il pouvait aider au panier. Oui, Enfin, oui, oui, quoique ouais. aider au panier, il a jamais été génial, mais quand même, il pouvait le faire. Mais surtout, sur l'aspect horizontal du jeu, où avec ses bras énormes et ses mains énormes, en fait, il pouvait plonger sa main et prendre le ballon de n'importe où, depuis l'aile, depuis le corner, et puis s'interposer. Il n'y a plus autant ça. Il n'y a plus cette activité off-ball. Euh, On-ball non plus, comme tu dis, moins de mobilité, etc. Mais ce que j'aime bien, c'est que il a aussi pris de la puissance. Et puis il a toujours ses longs bras, il a toujours ses mains, il a toujours ses instincts, etc. Et je pense qu'il est en train de vieillir, et il va potentiellement bien vieillir en tant que plutôt un poste 4 très solide, tu vois, qui peut, je pense, hein, qui pourra pas le faire sur 82 matchs et sur 35 minutes par match, mais qui peut encore défendre quand il faudra défendre un Kevin Durant, qui défendre un mec comme ça de bonne manière, même s'il pourra pas le faire tout le temps. Mais en plus, donc, cet aspect que j'aime bien, qui est que il y a de la solidité, il y a du rebond, il y a capable de tenir un peu des postes 4, postes 5 un peu plus, notamment sur post-up parfois. Enfin, je trouve il a perdu une activité off-ball, il a perdu un peu de mobilité extérieure, mais ce qu'il a perdu là, peut-être qu'il le gagne aussi en termes de polyvalence tu vois, sur le spectre des positions. Il Ouais, monte un peu plus à l'intérieur, quoi, si tu vois ce que je veux dire. ouais, ouais, mais quand je disais que c'est un petit peu comme LeBron, tu vois, c'était ça dans l'idée, c'est-à-dire que Ouais, LeBron défendait plutôt des postes 3 et puis au fur et à mesure qu'il vieillissait plutôt sur du poste 4, hein, parce qu'il était plus puissant. Je pense que Kawhi effectivement peut aller là-dessus. Il n'y a plus le même jus là au niveau des shoots contestés. J'avais noté aussi cette saison, c'est 5,4 shoots contestés par match, là où il était encore à 7,2 en 2020. Donc il y ouais. a peut-être un peu moins, tu vois, d'activité comme ça, mais par contre il peut défendre des profils plus différents et surtout des mecs plus grands, mais comme il a quand même le gabarit et la force pour défendre, je pense qu'effectivement, son spectre de profil pour aller beaucoup plus loin. Bon, après, là, je tiens quand même à le dire et à le noter, à l'expliciter, on nuance par rapport à ses toutes meilleures années, on est d'accord. Oui, Ça oui, reste bien encore sûr. Ah très non, très très bien bon, quoi. sûr, bien sûr. Non, mais quand on parlait de déclin, tu vois, est-ce qu'il y a un déclin d'entamé? Sur certains aspects, peut-être, peut-être.
Ouais. L'efficacité cache beaucoup de choses, hein, mais moi, c'est dans la motivation et surtout, je l'ai vu faire des matchs vraiment en dents de scie, chose que j'étais pas habitué chez lui, qui était soit il jouait pas, hein, le fameux load management, mais à partir du moment où il était sur le terrain, notamment à sa période Raptors, c'était du 100%, hein, du coup de sifflet du début jusqu'au buzzer final, c'était du 100%. Là, c'est un petit peu plus en dents de scie. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que il peut plus le faire comme avant sur 100 possessions sur 100 sur un match. Il peut le faire que sur parfois 70, 60, 50 sur un match. Donc en termes de fréquence de nombre de possessions où il peut briller, voilà, c'est un peu plus bas qu'avant, mais ça reste encore très bon. Évidemment, je tiens quand même à le préciser. On nuance par rapport à son niveau qui était Bien historique, sûr. hein, clairement. Et même, tu vois, en termes de fréquence, il peut plus le faire autant qu'avant, mais en termes de qualité, tu retrouves toujours ses mains incroyables, ses instincts incroyables où il surgit depuis derrière l'action et puis il fait l'interception, ce genre de trucs. Donc en termes de. Tu prends une compilation de ses highlights en 2024, tu trouveras toujours les mêmes actions assez incroyables comme, comme il y a 10 ans, quand même, ou il y a 5 ans. Donc voilà, c'est un profil qui, en même temps, comme on a dit aussi, bah, plus tu vas dans l'âge, plus tu as des blessures, plus tu es vu, et puis plus tu as aussi de responsabilités offensives, bah, plus tu peux pas autant te donner comme avant en défense, mais bon, ça paraît assez logique. Niveau classement, alors, je te pose pas de questions, c'est le numéro un pour l'instant, alors? Bah oui, parce que tu vois, par rapport à Sabonis, justement, qui est deuxième, là, t'as moins de compromis à faire avec Kawhi. Ouais. Forcément, c'est un joueur qui est moins polarisant, hein, à condition qu'il soit sur le terrain, parce que lui, Sabonis, ça fait ses 82 matchs. Mais alors, j'ai l'impression que pour toi, le Kawhi offensif et le Domantas Sabonis offensif sont peut-être plus proches dans ton esprit que pour moi, alors. C'est pas le même rôle. Je sais pas, je mettrais quand même Kawhi, même au niveau offensivement, devant Sabonis. Ouais, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. En termes d'efficacité, il y a une plus grande polyvalence de ses tirs. Il peut les prendre de plusieurs endroits quand même. Il y a le 3 points. Ça génère un peu de spacing. Non, franchement, même Kawhi offensivement est quand même devant pour moi. Ouais. Et puis on l'a même pas dit, mais c'est aussi, bon, au-delà de l'aspect classique, bah, c'est le meilleur joueur, etc. Mais c'est aussi la clé de voûte, je trouve, des schémas de Tyronn Lue offensivement, où bah, c'est des schémas très simples, parfois simplistes, certains peuvent dire, mais on cherche le match-up, on cherche le mismatch, on crée le Le mismatch mismatch, avec un ouais. switch, et on va le punir. Et bon, mais Paul George et James Harden peuvent encore le faire, évidemment, mais Kawhi Leonard, c'est lui qui le fait le mieux au monde, quoi. Grosso modo, j'exagère un peu, mais en tout cas, c'était un peu la clé de voûte de cette attaque, notamment aussi. Donc en termes d'importance également, je trouve. Mais voilà pour Kawhi Leonard qui s'installe donc numéro un de ce classement pour l'instant, de ce top 100, qui pour l'instant n'est qu'un top 5, hein, vous l'aurez compris. Et donc pour finir, un petit quiz, si tu veux bien, petit trivia, nous sommes le 30 novembre 2023. C'est peut-être le quiz le plus difficile du jour, hein. Il y en a toujours un qui est un peu plus difficile. C'est un poster dunk. Un poster dunk sur Javal Magui. Qui est sur le terrain? Sylvain, peux-tu me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce poster dunk de Kawhi Leonard sur Javal Magui? Javal McGee, on est d'accord, il est aux Kings hein, cette année. Donc c'est les Alors Kings. voilà, c'était déjà le premier quiz. C'était trouver où était Javal Magui. Il est aux Kings. Donc un poster sur Javal. On a Domantas, du coup, peut-être? Non, il n'est pas sur le Nice, terrain. non. Non, non. Fox. Non plus. Non, je t'ai dit que c'était le quiz dur, hein. Ah ouais, donc c'est vrai que si c'est Javal McGee, c'est peut-être pas mal de remplaçants. Bah, Malik Monk. Exactement, Malik Monk est là, lui, pour le coup. Malik Monk, Huerter, Werther n'est pas sur le terrain. Non, non. Harrison Barnes. Non plus. On a Non vraiment plus. le banc, hein. On a vraiment le banc en entier. Le banc. Keon Ellis alors, peut-être? Il n'y a pas Keon Ellis. Il y a celui qui avait la place de Ah, Keon Ellis avant. Davion Mitchell. Exactement, David Mitchell. Davion Le 30 Mitchell. novembre, c'était Ok. encore David Mitchell qui avait cette place-là. Keegan Murray. Keegan Murray, non, mais il y a un shooter sur le terrain, en effet. Un bon shooter qui, d'ailleurs, je crois, est reparti depuis. Ah bah oui, Vezenkov. Exactement, Vezenkov. Tout à fait. Sacha Vezenkov. Et Trey Lyles. Exactement, Trey Lyles, tout à fait. Tout à fait. C'est Trey Lyles qui est sur le terrain. Voilà le côté Sacramento. Et alors, côté Clippers, peut-être un peu plus facile, quoique. Alors, Kawhi, on n'a pas Harden, non? Tu m'as dit c'était James Harden est sur le terrain. Si, si. Ah ouais, ok, il était arrivé. Paul George, Paul George n'est pas sur le terrain. Ce n'est pas lui. continuez, Zubac dans le 5 majeur. Ce n'est pas Zubac. C'est pas lui. C'est pas C'est qui alors? Zubac. Qui est-ce qu'on pourrait voir? On a Attends, parce que là, c'est pareil. Est-ce qu'il y a Batum encore? C'est avant le trade? Il Non. est, il est pas Ah bah sur le non, terrain. c'est Non, non. Harden. Bah non, bah oui, Si je suis Harden, ouais, bête. Non, il est non, déjà aux oui, oui, Sixers, oui, ouais, en pardon. effet. Amir Kofi? Non, non, non. Le pivot, tu sais, ils avaient une rotation à 3.
Trois pivots des Plumlee. Clippers. Plumlee. Et c'était pas Plumlee, justement, c'est le troisième qui est parti aux Pelicans d'ailleurs depuis. Daniel Tice. Exactement, Daniel Theis, tout à fait. Et puis il te manque deux. Alors il y en a un, il a joué avec Kawhi d'ailleurs, aux Raptors à l'époque. Mais il est passé par Portland entre-temps. Ah, Norman Powell. Exactement, Norman Powell, tout à fait. Bah oui. Et puis nous sommes le 30 novembre, donc quelqu'un est encore là. Quelqu'un qui... Enfin d'ailleurs non, je dis n'importe quoi, il a fait toute l'année je crois chez les Clippers, mais là il a une nouvelle équipe. PJ Tucker? Non, pas PJ Tucker, mais quelqu'un qui a fait les deux équipes de Los Angeles d'ailleurs. Ah ouais non. Qui est bon, qui a fait des fils NBA, qui a fait des triples-doubles, qui a eu un MVP, qui est... Harden? Non mais... Attends. Un autre. Ah, Westbrook, je suis bête. Exactement, c'est Westbrook, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et oui, Westbrook était là, sur le terrain, tout à fait. Kawhi Leonard, James Harden, Norman Powell, Daniel Theis et Russell Westbrook. Et en face, le line-up de Sacramento aligné, c'était Malik Monk, Davion Mitchell, Sasha Vezenkov, Trey Lyles et Javel McGee. Mais ça ne vous empêche pas d'aller revoir ce highlight, puisque il est quand même assez bon, ce poster dunk. Donc voilà, pour se kicker sur le terrain au moment de ce poster dunk. Et donc je résume, on a fini, on a fait nos 5 joueurs du jour. Je résume le classement. Pour l'instant, après l'épisode 1, nous avons un top 5, donc après 5 joueurs classés. Kawhi Leonard, numéro 1, Domantas Sabonis en 2, Franz Wagner en 3, Mike Conley en 4 et KCP, Kentavious Caldwell-Pope est 5e pour l'instant du classement. Et bien voici pour ce premier numéro de la Syllab 2024. En tout cas, merci beaucoup Sylvain d'être passé sur Basket Lab et sur la Syllab une nouvelle fois. Bah, c'est moi qui te remercie Guillaume, c'est toujours un plaisir de parler NBA. Bon, j'ai pas été très bon sur les quiz, mais au moins tu m'as aidé, tu m'as aiguillé avec des indices. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour ce premier numéro. Bon, ceux qui ont déjà suivi l'an dernier, on avait déjà fait ce top 100, connaissent le format. Ceux qui avaient déjà suivi, même, on avait fait un top 100 des années 2010, même, il y a 2 étés de cela, connaissent aussi le format. Normalement, après un épisode, pour ceux qui ne connaissaient pas, qui n'ont pas trop compris les règles au début, ça devrait commencer un peu à vous parler. Voilà, à peu près comment ça va se dérouler. Et je rappelle aussi que le classement est un peu un prétexte, pour le coup. Le but, c'est juste de parler des joueurs et aussi, surtout, de recevoir plein de mondes de médias différents et de construire ceci petit à petit. Je rappelle aussi, si vous êtes sur YouTube, si vous êtes en podcast et que vous avez envie de voir le visuel, le classement en temps réel, on va dire, sachez que je ne suis pas fou. Je ne le mettrai ni sur Twitter, ni sur YouTube, sur ce genre de plateforme, parce que c'est beaucoup trop risqué. Par contre, je le mettrai sur le Discord. Voilà, c'est un peu un choix, parce que en général, sur ce genre de plateforme algorithmique, il y a des gens qui n'écoutent pas les épisodes ou qui vous connaissent pas, qui voient le classement et qui commencent à vous insulter. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a le Discord, un lieu un peu plus clos, semi-ouvert tout de même. N'importe qui peut venir, mais je veux dire, il faut au moins faire la démarche de venir. Et donc, voilà, on va s'épargner quelques vagues d'insultes sur Twitter, tant qu'à faire. Donc pour l'instant, assez facile, mais si vous avez envie de voir le classement petit à petit, le Discord, c'est the place to be, on va dire, où je mettrai à jour à chaque fois ceci. Et donc, après ce premier numéro, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va se retrouver demain, la prochaine fois, avec l'épisode numéro 2 de cette Syllab 2024. Et demain, allez, je peux vous annoncer la cuvée. Demain, on va parler de Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Keegan Murray, Derrick White et Bogdan Bogdanovic. Et puis je rappelle aussi également, n'hésitez pas à utiliser le chapitrage si tous les joueurs ne vous intéressent pas forcément. C'est aussi fait pour ça et pour le coup vous ne raterez rien. Il n'y a pas de référence d'un joueur à l'autre, donc juste allez écouter ce qui vous plaît. Et pareil, le flux extrait est là pour ça, que ce soit en podcast ou en YouTube. Vous prenez juste les morceaux d'émissions qui vous plaisent, vous n'êtes pas obligé d'écouter évidemment les émissions entières du top 100, mais je le précise parce que en effet il n'y a aucun lien entre les parties, vous pouvez juste écouter de manière totalement séparée, juste les joueurs qui vous intéressent, juste les joueurs du top 20, etc. Donc voilà, le flux extrait aussi du Basket Lab extrait YouTube ou podcast pour trouver tout ceci. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Sylvain d'être passé sur Basket Lab. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.